Bonjour, bonsoir et bienvenue à Droit de Réponse. Droit de Réponse, c'est votre magazine dominical sur Equinox Télévision qui fait le round-up des principaux sujets d'actualité qui ont retenu l'attention de la presse au cours de la semaine qui s'achève. Et cette semaine, la presse s'est beaucoup intéressée à la rétrospective de l'année 2023, interrogeant pour cela les promesses faites par le président de la République dans son discours du 31 décembre 2022. Illustration, au sujet de l'énergie électrique, par exemple, le chef de l'État promettait une amélioration considérable en 2023 avec, disait-il, la mise en service de la première phase du barrage de Naxiga et le démarrage des travaux de raccordement du réseau interconnecté Sud au réseau interconnecté Nord. Où en est-on ? L'offre énergétique, l'offre en énergie électrique, s'est-elle considérablement améliorée dans notre pays? Où en est-on avec la construction annoncée des infrastructures énergétiques, du développement de l'énergie solaire promis par le chef de l'État dans son discours du 31 décembre 2022? Au sujet de l'accès des populations à l'eau potable, une des principales préoccupations du chef de l'État, où en est-on? Le président de la République avait indiqué que l'achèvement du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé à partir du fleuve Sanaga devrait résoudre de façon considérable et durable le déficit d'approvisionnement en eau dans la capitale politique. Aujourd'hui, à l'heure du bilan, les populations de Yaoundé ont-elles accès à l'eau potable? Concernant les routes, le chef de l'État, dans son discours du 31 décembre 2022, avait annoncé une attention particulière à la réhabilitation des voiries urbaines et l'amélioration du trafic entre les principales métropoles. Il avait promis la réhabilitation et la modernisation des aéroports de Tiko, Bertoua et Kribi. Où en est-on? Les voiries urbaines ont-elles été réhabilitées? Dans la perspective de diversifier les sources de revenus de l'État, le chef de l'État annonçait qu'il avait autorisé le démarrage de 3 projets miniers d'envergure, des projets qui allaient structurer notre économie et créer des emplois. Le projet d'exploitation du minerai de fer de Kribi-Lobé, le projet d'exploitation du gisement de fer de Mbalam-Nabeba, le projet d'exploitation du fer de Bipindi-Grand Zambi, avec à la clé le développement d'un complexe sidérurgique. Quel en est le taux de réalisation au moment où le rideau tombe sur l'année 2023? Dans les réponses de ce dimanche, c'est aussi et surtout cette actualité autour du PCRN. Dans une interview donnée aux correspondances d'Equinox Télévision dans l'extrême nord, Robert Kona, le fondateur du PCRN, de retour à Guidigis, après son périple au sud où il a fait interdire le congrès du parti, il dit avoir gagné. Il a repris, dit-il, la présidence du parti annonce pour cela un congrès en mars 2024. Que dit-il réellement avoir gagné? Le tribunal a-t-il tranché? Qu'est-ce qui le fonde à se présenter comme le président du PCRN? En quelle qualité annonce-t-il un congrès en mars 2024? A-t-il reçu les assurances ou les garanties du MINAT? Si oui, sait-il qu'il existe une jurisprudence si pipi en la matière? Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission de droit de réponse de ce dimanche 31 décembre 2023 en direct de Douala, convié sur le plateau de cette mi-journée. J'introduis tout d'abord Simon Serge Sow. Bonjour, bienvenue. Bonjour et bonjour à tous vos millions de téléspectateurs à travers le monde. Je ne sais pas si c'est par anticipation qu'il faudrait souhaiter bonne et heureuse année 2024 à tous les Camerounais, à tous les patriotes et particulièrement aux militantes et militants de l'Union des populations du Cameroun, le parti de l'avenir, le parti du présent et le parti de l'histoire. L'UPC, l'Union des populations du Cameroun, merci Serge d'être venu de Yaoundé et merci d'avoir accepté de partager avec nous ce dernier plateau de l'année 2023 à Douala. Serge-Henri Kelbet, bonjour, bienvenue. Bonjour Duval, je me sens très honoré, n'est-ce pas, d'être là ce jour, un 31 décembre, un dimanche. Hélas, merci de cet honneur que vous me faites. Permettez-moi aussi, n'est-ce pas, de souhaiter très rapidement des vœux à quelques personnes. Je commencerai déjà par souhaiter des vœux à mes parents, monsieur et madame Ninka Lucien. Bonne année à Fidèle Charoué. Mes vœux les meilleurs à vos millions de téléspectateurs ainsi qu'à tous mes copanélistes ici présents. Merci Serge-Henri. Vous êtes militant du RDPC, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir au Cameroun. Christian Massouma, bonjour, bienvenue. Bonjour Duval. Je ne vais pas déroger à la tradition. Je vais à mon tour formuler les vœux de santé et de bonheur. D'abord aux militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, à ceux qui sont
encore otages du régime et qui croupissent dans les prisons de Nkondengui et de Nubel. J'ai une pensée particulière pour un de nos jeunes militants qui est sorti de prison il y a 2 jours et qui avait été arrêté il y a 3 ans dans une procédure totalement rocambolesque. Je veux parler de Stéphane Sow, à l'époque qui avait été dénoncé par son patron au niveau du terminal du port autonome de Douala. Il a recouvré la liberté avant-hier et nous avons pu communier avec lui et nous étions très contents qu'il puisse retrouver sa famille. Alors je souhaite également bonne et heureuse année 2024 à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision, à tout le peuple camerounais. Je pense que nous sortons d'une année qui, comme à l'accoutumée, a été très difficile et je formule le vœu que 2024 s'annonce sur de bien meilleurs auspices. Merci Christian Massoma, merci d'être venu sur ce plateau. Edmond Kamkia, bonjour, bienvenue. Bonjour Duval Fangoua, bonjour à tous les copanélistes, tout en adressant mes vœux les meilleurs à nos millions de téléspectateurs fidèles. Je voudrais également émettre un vœu qui m'est très cher, c'est d'exhorter le gouvernement de l'État du Cameroun à faire davantage d'efforts pour que l'année 2024 qui commence soit une année au cours de laquelle la guerre fratricide que nous connaissons dans le nord-ouest et le sud-ouest puisse connaître un début d'achèvement, sinon un achèvement total. Il faut que toutes les parties prenantes, la partie gouvernementale, comme les séparatistes, puissent trouver les voies et moyens de parvenir à un cessez-le-feu. Parce que tant qu'il n'y a pas le cessez-le-feu, il y aura la guerre sur le terrain et c'est une guerre d'usure. C'est une guerre qui s'enlise. C'est une guerre qui a déjà fait plusieurs milliers de morts, de part et d'autre. Ce sont nos citoyens qui meurent. Il y a plusieurs centaines de milliers de déplacés, avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer sur la scolarisation des enfants. Les déplacés ont quitté 2 régions et se sont amassés dans les 8 autres régions du Cameroun et vivent dans des conditions très difficiles. Et nous souhaitons également, parce qu'il y a des réfugiés, plusieurs dizaines de milliers de réfugiés connaissent une situation très difficile, malgré la prise en charge du HCR au Nigeria. Et nous pensons que si les profitos situationnistes et les extrémistes de tous les camps essaient de calmer leurs appétits et faire en sorte que la République du Cameroun et nos frères qui, à cause de la marginalisation et à cause d'autres problèmes qu'ils ont soulevés et qui ne connaissent pas encore de solution, puissent pouvoir s'asseoir à l'intérieur du pays comme à l'extérieur pour trouver non seulement un cessez-le-feu, mais une solution durable à cette question qui nous préoccupe véritablement. Très bien. Merci Edmond. Je voudrais qu'on ouvre cette émission par cette polémique, si vous le voulez bien, à propos d'une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux ces jours-ci. Dans cette vidéo, on peut voir des soldats couvrir d'honneur militaire le sultan roi des Bamoun, et ça se passe au palais royal. Ce sont des soldats originaires du Noun qui rendent hommage à leur roi, et c'est une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Oui, nous avons vu cette vidéo, d'ailleurs, qui a circulé, comme vous l'avez fait si bien dit, sur les réseaux sociaux, avec tous les commentaires qu'on a pu lire. Est-ce que vous comprenez la polémique autour de cette vidéo? Oui, la polémique est compréhensible. C'est une vidéo qui révèle une chose incroyable, c'est-à-dire des ressortissants d'une région, d'un département en particulier, de la région de l'Ouest, du Nord, qui décident d'aller faire allégeance, n'est-ce pas, au sultan de Bamoun. Au départ, nous nous sommes dit, si c'est une promotion de soldats de Koutaba qui décident d'aller faire des civilités au sultan, ce serait quelque chose de normal. Parce qu'ils vont y faire leur formation, ils sont de passage là-bas. Mais la particularité, et c'est bien dit dans cette vidéo, ce sont les dignes fils et filles du Noun, ressortissants du Noun. Ils précisent même le quota qui leur a été réservé dans le nombre de soldats en formation, qui jugent inférieur à celles d'autres régions, ou à d'autres tribus, ou à celles d'autres Camerounais. Donc, ça dit que non seulement c'est une façon de faire allégeance, mais c'est des revendications qui sont formulées auprès du sultan, roi des Bamoun. Et cela, nous avons trouvé que cela est questionnable et cela est grave
lorsque nous nous retrouvons dans une république, parce que le Cameroun, c'est la République du Cameroun, comme le dit si bien la Constitution du 18 janvier 1996. Nous ne sommes pas un royaume, nous ne sommes pas un sultanat, nous sommes la République du Cameroun. Et les soldats et l'armée, les soldats font partie de l'armée, et l'armée est au service de la République. L'armée est censée être républicaine. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans la Constitution, c'est honneur et fidélité. Il y a une émission là-dessus, historique. Les soldats doivent être au service de l'armée, au service de la nation. Et ces 50 dernières années, il y a eu de grands slogans, de grands débats, des actions au sein de l'armée pour démontrer l'importance de l'armée-nation au service de la République. C'est-à-dire, l'armée ne devrait pas être un groupuscule d'individus au service d'un sultan ou d'un roi ou d'un village quelconque. L'armée est au service de la nation. L'armée est au service de la République, et l'armée ne saurait avoir pour faire allégeance à un roi ou à un sultan ou à un chef traditionnel. Parce que si ce qui s'est passé dans le Nord, s'il n'y a pas eu réaction au sein de l'armée, au sein du gouvernement de Cameroun, je crois que ce serait très grave. Oui, ce serait un très mauvais message, un très mauvais signe qui est lancé à l'endroit d'autres soldats, d'autres régions de Cameroun. Et à ce propos, justement, Simon-Serge Soro, je crois qu'un certain nombre de journaux en ligne, notamment Cameroun Web, nous indiquent que ces soldats ont été, en tout cas, qu'il y a une procédure disciplinaire à leur endroit. C'est dire que au niveau de la hiérarchie militaire, on a pris les choses à bras le corps pour attirer l'attention peut-être de ces jeunes sur cette question-là pour que cela ne se reproduise plus jamais. Non, moi je ne prends pas le problème sur ce point parce qu'il est plus grave que ça. On ne peut pas parler de procédure disciplinaire a posteriori, alors que pour que vous sortiez du camp militaire, il y a une procédure. Alors comment ils se sont retrouvés là? Ça se fait, donc ça veut dire que l'armée camerounaise... Je trouve qu'ils étaient en balade? Non, pas en balade, comment ils appellent ça? En permission? Permission. Ouais. Non, ça ne se passe pas comme ça, parce qu'ils ne peuvent pas se retrouver au palais et s'organiser avec un discours écrit sans que la hiérarchie n'ait été au courant. Ils savaient, on sait où ils vont, même quand ils sont en permission, parce qu'il peut y avoir, souvent il y a des grabuges, il y a des bagarres avec la population, donc tout ça se sait. Ce que moi je voudrais dire, c'est que c'est simplement révélateur de comment la République est souvent gérée par le parti État UNCRDPC. Et ce n'est pas seulement pour l'armée. Vous avez vu qu'en dehors de l'allégeance, ils ont fait une revendication sur le quota, mais ils ont laissé passer certains messages pour dire leur désapprobation de certains comportements de certains groupes. Et je vous assure que ceux-ci l'ont fait publiquement. Mais on sait que partout ailleurs, les ressortissants, les membres des forces de l'ordre de certains groupes se mettent bien au service de leur groupe. C'est pour ça que nous, à l'Union des populations du Cameroun, on a souvent appelé à ne pas faire fondre la République dans les ethnies. C'est l'inverse. Ce sont les groupes ethniques, ce sont nos particularismes culturels que nous devons transcender sans ignorer, qui doivent venir en mosaïque se constituer en République et non l'inverse. Il faudrait également que nous tenions compte d'une chose. La fragilité actuelle du Cameroun a poussé les gens à utiliser les leviers fonctionnels de la République, donc l'armée principalement, pour y mettre les leurs afin de préserver le politique. Ce jeu est clair depuis. Les recrutements massifs qui ont été souvent faits, on le sait, si on fait le quota, vous verrez bien que l'armée n'est pas si nationale qu'elle devrait l'être. C'est pour ça que nous lançons un appel à une restructuration politique du système de défense du Cameroun. L'armée coûte très cher à un pays. On ne devrait garder dans l'armée qu'un effectif réduit fonctionnel de militaires opérationnels. Le reste de la population d'un certain âge doit être une réserve et tout le monde doit avoir une formation militaire élémentaire, c'est-à-dire les rudiments, toute la population, de telle manière qu'on aura simplement une armée de professionnels qui sera en permanence. Les autres seront des contractuels. L'armée coûte extrêmement cher. Nous pensons qu'il faut revoir, de même qu'il faut revoir l'ensemble du système de la République, il faut particulièrement revoir l'ensemble de notre système militaire, policier et les autres. Parce que les enjeux de développement auxquels nous faisons face
requiert une solide, n'est-ce pas, une solide industrie de défense derrière. Et l'armée est une industrie. Il faut l'organiser en industrie. Du paquetage à l'équipement. Aujourd'hui, en Afrique, nous avons des armées, mais nous n'avons pas d'armes. Quand nous avons les armes, c'est les autres qui ont les munitions. Quel est le pays africain qui peut faire la guerre? Lequel? Contre qui? Donc, il faut vraiment... Ces indicateurs, pour nous, sont des indicateurs, des appels à une réflexion profonde pour une véritable réorganisation et restructuration politique, économique et ensuite militaire de l'armée. Alors, Serge-Henri Kelbey, il y a peut-être un certain nombre, on peut appeler ça les circonstances atténuantes, peut-être pour ces jeunes qui sont en début de formation, qui pour l'essentiel sont des jeunes, mais il faut peut-être attirer l'attention de leurs formateurs sur les modules de formation justement en rapport aux valeurs républicaines. Ils doivent savoir que lorsqu'ils sont intégrés dans l'armée, ils doivent servir la République et mettre, on va dire entre parenthèses, leurs origines ou leur communauté. C'est peut-être le message qu'il faut davantage affiner pour ces jeunes qui entrent en formation. Non, Duval, pas vraiment. Mais avant d'y répondre, permettez-moi de vous faire une fleur. Duval, d'entrée, vous avez fait un excellent résumé du discours du président de la République de décembre 2022. Ça, je vous tire un chapeau. Si j'avais été grand chancelier des ordres nationaux, je vous aurais décoré commandeur. Je vous aurais décoré commandeur. C'est très excellent et je suis certain que nous allons parcourir le développer là tout à l'heure. Mais vraiment sans embâche, chapeau, félicitations. Maintenant, pour revenir à la question que vous avez posée concernant, moi je trouve ça un incident malheureux, Edmond, et vous avez tout dit, nous sommes en République. Mais ce qui est plus grave dans cet incident-là, mais le sultan, Sa Majesté Nabil Bobo Njoya, il a un grand frère qui a été sous-préfet, qui est aujourd'hui ministre. Ils savent comment ça se passe. Nous sommes en République. Je pense que le fils du chef de l'État allait lui rendre visite. En tant que sultan Sa Majesté, on ne peut pas bâtir une République. C'est même de mémoire la première fois de l'histoire du Cameroun. La première fois, oui. Je ne peux pas citer mon ami et frère Jules Sangou, mon colonel. Vous êtes sorti il y a plus de 20 ans. Est-ce que vous êtes allé prêter allégeance au roi Bobo Njoya, de fin roi décédé à cette époque? J'ai tellement d'amis de cette région dans l'armée qui sont des colonels pleins, dont je viens de citer un qui est un grand frère de fac. Donc, moi, je n'arrive pas à comprendre comment le sultan, entouré de tout ce monde, son grand frère, qui est un ancien de l'INAM, un féru de l'administration. Parce que ça ne se fait pas au pif. Il a eu une audience et il avait l'objet de l'audience. Alors lui qui est un républicain, il ne pouvait pas accepter que ça se passe ainsi. Ça pouvait se faire même en civil. Mais il vient en tenue, salut militaire. Il nomme les grades de chaque élément, sergent, caporal, ainsi de suite, et ils font des doléances. En commençant... Mais non, nous ne pouvons pas bâtir. Je pense que le sultan doit revoir ses conseillers. Parce qu'il a eu une audience, c'était bien défini, et il a des gens autour de lui qui devaient lui dire vraiment, Sa Majesté, nous sommes en République, on ne peut pas le faire. Donc honnêtement, moi je ne vais pas m'étirer sur cette question qui est un incident très malheureux et qu'il va falloir recadrer très vite. Ok. Christian Massoma, votre regard sur cette question? Moi j'ai insisté tout à l'heure sur... peut-être la nécessité d'affiner davantage le module sur les valeurs républicaines. C'est vrai qu'ils sont jeunes, ils viennent d'entrer à l'école, il y a peut-être des choses qu'ils n'ont pas encore vues, mais il faut attirer l'attention de leurs formateurs là-dessus, non? Duval Fangwa, le problème et l'incident de Fumban révèlent en réalité un gros malaise qui sévit dans notre société. C'est-à-dire que beaucoup ont le sentiment d'appartenance à l'ethnie, plus que le sentiment d'appartenance à la nation. C'est-à-dire beaucoup de nos compatriotes ne cernent pas l'idée de la République et ce que veut dire véritablement appartenir à une nation. Ce qui fait que, moi j'ai entendu, lorsque vous parlez des quotas, il ne faut pas oublier que beaucoup de ces jeunes ont été parrainés pour rentrer
dans cette école militaire et à la formation à Kotaba. Et qui les a parrainés? Qui les a parrainés? Il faut se poser de bonnes questions. Parce que les élites, malheureusement, parrainent les cadets sociaux, si on peut l'appeler comme ça, et permettent qu'ils puissent intégrer un certain nombre de structures de l'armée ou d'autres structures de la République. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ces jeunes ont estimé que, bien qu'étant dans l'armée, peut-être ayant été parrainés par le sultan roi de Bamoun, ça peut arriver qu'ils puissent recommander certains de ses concitoyens ou de ses sujets à un concours ou autre chose. Nous savons comment notre pays fonctionne. Ils ont pensé qu'il fallait, c'est extrêmement grave, qu'il fallait aller rendre allégeance. Parce que quand ils rentrent dans la formation à Kotaba, ils ne sont plus les sujets, ils sont des sujets du roi, mais ils ne sont plus tributaires de l'autorité du roi dans le cadre de la valeur républicaine de l'armée. Donc, il faut donc questionner en réalité le mode d'accession à ce type de formation et à ce type d'école. Est-ce que c'est le mérite? Est-ce que c'est la compétence? Ou alors les quotas ethniques? Parce que quand vous avez écouté, ils ont parlé des quotas qui n'étaient pas bien qu'ils aient, ils aient essayé de dire que c'était le quota le plus important qu'ils aient eu depuis un certain nombre d'années. Ça veut dire que dans notre pays, malheureusement, pour pouvoir accéder à un concours, que ce soit à la police, à la gendarmerie ou au sein de l'armée, on ne tient pas compte de la valeur intrinsèque du candidat, on ne tient pas compte de la capacité qu'il a à pouvoir servir son pays demain, mais on essaie d'élaborer les quotas. Et c'est l'un des grands problèmes que pose la gouvernance du RDPC. Avoir réussi à faire en sorte que le tribalisme et l'ethnicisation d'un certain nombre de perceptions et de paramètres sociaux. C'est l'équilibre général, Christian. Non, non. Moi, je ne pense pas que ça. C'est vrai qu'il y en a qui... S'il vous plaît, non, on est très sérieux dans ce sujet. Tout ça, c'est aussi le discours du politique. Vous vous souvenez que certains de nos amis, on arrivera à leur... je pense qu'il y a un sujet qui est consacré au PCRN, ont essayé de promouvoir le fédéralisme communautaire, c'est-à-dire le repli identitaire. Voici les conséquences du repli identitaire. Au lieu que des jeunes promotionnaires de cette formation aient l'impression de servir le Cameroun et d'appartenir à ce grand ensemble que le Cameroun, ils pensent qu'ils sont d'abord là pour faire rayonner leur région et rendre hommage au sultan roi de Bamoun qui est le roi. Ce n'est pas ça l'idée que nous nous faisons de la République. La République est au-dessus des ethnies. Je pense que Soro l'a dit tout à l'heure. Qu'on ne peut pas penser que c'est la nation qui va se fondre à l'intérieur des ethnies. C'est le contraire. Lorsque la République s'érige, je pense que sans recuser les valeurs ancestrales, sans recuser la valeur monarchique, mais ces valeurs passent après les valeurs républicaines. Et il faut donc que chacun joue son rôle dans un pays. Il faut que, par exemple, le sultan comprenne qu'il est garant des valeurs ancestrales du peuple Bamoun et que les valeurs républicaines sont incarnées par les différentes institutions de la République, y compris dans son propre département qui est le Noun. Donc, si nous n'arrivons pas à résoudre cette énigme et nous n'arrivons pas effectivement à travers une conscientisation de nos concitoyens, à leur faire comprendre que on ne peut pas imaginer notre pays, le devenir de ce pays en termes d'entité ethnique au-delà, au détriment de ce que la République peut promouvoir comme valeur. Donc moi je suis républicain, le MRC est un parti républicain et nous ne pouvons pas accepter ce type de dérapage. Ce n'est pas acceptable. Si finalement la hiérarchie militaire, comme vous l'avez dit, a pu intenter une procédure de recadrage ou une procédure disciplinaire contre ces éléments, je pense que nous ne pouvons que saluer une telle procédure pour que finalement on puisse remettre de l'ordre au sein de ce type de comportement. Absolument, selon un certain nombre d'informations que nous avons, de sources généralement bien informées,
Et justement, on peut dire qu'il y a effectivement une procédure disciplinaire qui est engagée contre ces soldats-là. C'est vrai aussi que c'est la première fois que ça arrive dans notre pays. C'est vrai également que ce sont des jeunes soldats qui débutent leur formation. Mais il faut indiquer que cela a été nécessaire de poser la question sur la table pour alerter, attirer l'attention des uns et des autres pour qu'on sache qu'il faut dénoncer ce type d'activité, mais en même temps on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut savoir que l'armée, notre armée, pour que les gens ne fassent pas de confusion, nous avons une armée qui est républicaine. D'ailleurs, il y a demain des soldats qui vont avoir de nouvelles épaulettes et c'est l'occasion pour nous, n'est-ce pas, de les saluer, les féliciter, les encourager et surtout pour ceux qui sont engagés dans les différents fronts sécuritaires dans notre pays, que ce soit ceux qui tous les jours luttent contre Boko Haram ou encore ceux qui luttent contre les bandes des armées dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est un travail de titan que nous saluons à juste titre et nous disons bon courage donc à tous ces militaires. Vous parliez tout à l'heure des républiques, Edmond Kangia. Nous défendons les valeurs républicaines et chaque fois qu'il y a une attitude qui est en marge, n'est-ce pas, de la République, il faut dénoncer. C'est d'ailleurs le cas avec la situation qui vit le PCRN en ce moment. Vous savez que c'est un parti politique qui, depuis quelque temps, est pratiquement, on va dire, martyrisé, peut-être que le terme est assez fort, mais martyrisé par le MINAT et ses collaborateurs. Vous savez que le PCRN a introduit une déclaration de réunion pour tenir son congrès à Kribi il y a quelques semaines, mais que ce congrès n'a pas pu avoir lieu. L'autorité administrative ayant soulevé la notion de risque de trouble à l'ordre public à la suite, n'est-ce pas, d'une note qui a été faite par le fondateur de cette formation politique, Robert Kona, qui estime qu'il y a un certain nombre de choses ou bien d'éléments ou d'engagements qui avaient été pris par Cabral Libi au congrès de Guidigis et qui n'ont pas été respectés. D'ailleurs, on a vu dans un reportage cette semaine sur Equinox Télévision, notre correspondant, dans l'extrême nord, de la parole à Robert Kona, qui dit avoir repris la présidence du parti et qu'il annonce pour mars 2024 un congrès du PCRN. Oui, Duval Fangwa, avant de répondre à cette question, je voudrais revenir rapidement sur la première thématique pour rappeler ce que prévoit la Constitution. C'est à l'article 8, paragraphe 2, le président de la République est le commandant en chef des forces armées. Même article 8, le paragraphe 10 dit que c'est lui qui nomme aux emplois civils et militaires. Donc en fait, l'armée qu'elle veut faire référence, c'est auprès du président de la République uniquement. Pas auprès de quelqu'un, pas auprès d'une autre personnalité dans la République. Okay. C'est une précision importante qu'il fallait donner. La deuxième chose importante qu'il faut donner, c'est que cet incident malheureux, on l'a dit, survient dans un contexte très particulier. Très particulier parce que depuis quelque temps, au sein de la République du Cameroun, je dis bien au sein de la République du Cameroun, et je l'ai précisé dans mon exposé liminaire quand j'ai salué les téléspectateurs, vous savez que nous avons des compatriotes depuis 2016 et puis qui ont décidé, qui veulent quitter la République du Cameroun, qui veulent créer un État virtuel qu'ils appellent Amazonie. Donc quand des incidents malheureux comme ceux-ci arrivent, ça nous rappelle d'autres incidents qui ont donné lieu à des guerres, à une guerre civile, qui n'est pas terminée du tout. C'est pour cela que j'ai insisté par faire un vœu, pour qu'on trouve une solution juste durable dans la guerre que nous connaissons dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il ne faut pas que l'incident malheureux qu'on a vu suscite, au-delà de la polémique, des appétits dans d'autres régions, dans d'autres départements, des allégeances auprès d'autres rois, et que vous savez, aujourd'hui, il y a des camps au sein du pouvoir, des partis de régime qui se combattent. On le voit à travers beaucoup d'affaires. Nous sommes dans une république des scandales. Et c'est la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale qui l'avait dit. Il ne faudrait pas que l'incident qu'on a vu soit un autre scandale, parmi d'autres scandales. Et je le dis, je passe dessus et je réponds à votre question maintenant. Joël Fangwa, ce qui arrive au PCR, nous l'avons déjà débattu ici sur ce plateau, au moins à 2 éditions. 3, ça c'est la 4e édition. C'est la 4e édition pratiquement. Je ne sais pas pourquoi on doit y revenir.
Mais je commence à comprendre pourquoi on doit insister sur la question. Et notre position est la même, n'a pas changé. Nous sommes dans la République. Et la République, c'est la règle de droit. C'est la loi. Il faut respecter la loi. Il y a eu un congrès au cours duquel il y a eu un bureau exécutif qui a été élu à la personne de Cabral Libby avec tout un exécutif. Et c'est sur la base de cet exécutif-là que cette formation est allée aux élections. À plusieurs élections. Législatives, municipales, régionales. Et les élections ont été validées par les autorités compétentes. Il y a eu des élus au niveau des législatives, il y a eu des élus au niveau des municipales. Et on se serait attendu qu'à ce moment-là, s'il y avait grief, s'il y avait un mécontentement quelconque de celui qui se fait appeler le président fondateur, dont on n'a pas beaucoup entendu, avant ou pendant cette période où il y a eu des élections, on a bien aimé savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Il n'a mot dit. Mais il réagit subitement. On ne sait sur la base de quoi. D'autres ont dit pour des raisons alimentaires. Nous n'en savons rien. Mais toujours est-il que dans cette affaire, l'administration territoriale, le ministère de l'administration territoriale joue un jeu trouble. Un jeu qui n'est pas bon, qu'il faut dénoncer. Parce que le sous-préfet, n'est-ce pas, de Kribi, qui ne permet pas que se tienne jusqu'à ce jour le congrès du PCRN, a, n'est-ce pas, des menaces de troubles à l'ordre public. Argument fallacieux, on l'a vu ailleurs, lorsque d'autres formations politiques de l'opposition ont demandé à faire une manifestation publique. C'est un argument fallacieux. C'est d'autant plus fallacieux que l'on voit en arrière-plan une certaine activité du président fondateur, enfin un des présidents fondateurs, parce que visiblement ils sont nombreux à avoir fondé ce parti. Il y a même plusieurs branches de cette formation politique. Il y a un PCRN Cabral Libby, un PCRN Kona, il y aurait même un PCRN d'un autre président fondateur qui n'a pas la visibilité médiatique. Massardine. Et il y a eu, je ne sais pas, c'est la 4e branche, tendance du PCRN qui a fait véhiculer dans les réseaux sociaux un pamphlet, un texte nauséabond contre Equinox Télévision. Ouais, donc signé par celui que je croyais être un journaliste. Je ne vais pas le citer, parce qu'il ne dit pas qu'on le cite. C'est un torchon qu'il a publié sur les réseaux sociaux en parlant de rupture totale. J'espère qu'il va vous appeler. Equinox Radio Excuse. Il va on va pas s'attarder là-dessus. On va pas s'attarder là-dessus. C'est 1, 2, 3, 4. Non, le PCN que nous connaissons. Simon Serge sort, le PCRN que nous connaissons, et il me semble le seul PCRN qui existe, puisque vous avez indiqué, Edmond Kamgia, c'est le PCRN qui a tenu un congrès avec un bureau exécutif qui est connu et dont le ministre a pris acte et qui a présenté des candidats aux différentes élections. Oui. C'est ce PCRN qu'on connaît, c'est le PCRN de Cabral Libby. Donc vraiment, on ne va pas créer d'amalgame là-dessus. Est-ce qu'on peut comprendre qu'aujourd'hui, Simon Serge, un individu, bon, il se présente comme le fondateur du PCRN, annonce qu'il a gagné, on ne sait pas trop quoi, en tout cas qu'il a repris la présidence du parti et qu'il annonce un congrès pour mars 2024, alors que le seul PCRN qu'on connaît est celui de Cabral Libby. Est-ce que là, il ne faut pas remonter un tout petit peu au cas CPP par exemple, où on se souvient qu'il y a pratiquement, on va dire, une jurisprudence là-dessus? C'est plus compliqué que cela ne paraît. C'est gênant de voir à quelle sauce on veut torpiller la démocratie camerounaise. Mais l'histoire nous apprend beaucoup de choses. J'ai été surpris d'entendre que sur cette question, il y a déjà eu au moins 4 éditions. Ça veut montrer que les citoyens camerounais que vous êtes commence peut-être à comprendre qu'il ne faut pas souvent laisser un jeu trouble avoir lieu. Mais, vous savez, à l'Union des populations du Cameroun, ce n'est pas en 90 que ça a commencé. Lorsque l'UPC est suspendu en 1955, l'UPC est réhabilité plus tard. Lorsque Aïdjo et ses amis créent leur parti unifié en 1966, l'UPC n'est pas dissoute. L'UPC existe légalement. Lorsqu'on revient
à l'ouverture de la vie pluraliste que les autres ont voulu baptiser démocratie, qui est en fait une volonté pernicieuse de tropicalisation d'une non-démocratie, ils ont refusé l'existence légale à l'UPC pour lui demander d'aller déposer un autre dossier, tout le monde le sait. Et dans les plateaux, on s'amuse souvent à dire, comme on voulait commencer à le dire là, qu'il y a plusieurs. Il faut dire aux Camerounais que c'est un mensonge d'une extrême gravité. En termes politiques, vous déposez un dossier unique dont il n'y a qu'un seul PCRN, comme il n'y a qu'une et une seule UPC au Cameroun. Mais les amis de Kelbey ont souvent des mauvais jours, organiser des violations flagrantes de la loi. Et il faut bien faire attention à ça, parce que quand une seule personne viole la loi n'existe plus. Il faut qu'on dise ça aux Camerounais. Tous les Camerounais peuvent faire tout ce qu'ils veulent. À partir du moment où un ministre, au nom de ce qu'il est ministre, décide de violer la loi, les associations se font d'abord appliquer leurs textes, en plus des textes de la République qui les encadrent. C'est-à-dire, quand on veut décider pour une association, on regarde si elle a respecté ses textes. Lorsqu'on nomme les gens au CPP et au Manidem et à l'UPC en 2018, c'était sur quelle base? La justice a déjà réglé cette question. Ouais. Tout le monde sait que le Minat a été condamné pour ça. Mais il y a des gens qui continuent à utiliser cette nomination jusqu'à ce jour. Ils se présentent sur les chaînes de plateau de télévision. Je n'ai jamais vu un procureur les interpeller pour usurpation de titres faux et usage de faux. Mais un jour, il faut qu'ils sachent qu'ils paieront et qu'ils rendront gorge. Parce qu'ils ont utilisé l'argent de la République. Parce que dès qu'il y a faux, tout ce que vous avez fait est entaché de faux. Donc tous ceux qui ont agi à partir de l'arrêté du ministre de 2018 sont sous le coup potentiel d'une éventuelle poursuite judiciaire. Et il faut que le PCRN tire les leçons de ce que l'UPC a fait. Tout le monde sait que l'UPC est dans les tribunaux depuis 2013 et que des décisions de justice ont été rendues, des congrès se sont tenus, les responsables élus ont été présentés et reçus par la République. Sauf que quand les élections arrivent, tout le monde voit ce qui se passe souvent. Alors que la loi est là. Si moi je déclare à partir de demain que je suis le président du RDPC, qui va l'admettre? Quel est le média qui va accepter de l'écrire? Mais on va interdire le prochain congrès du RDPC. Bon, le prochain congrès du RDPC, dans le cadre de ce que nous avons vu dans l'armée, vous savez qu'il y a un potentiel client qui a rejoint l'Iran et qui va devenir président de l'UPC. C'est ce qui s'est passé à Kribi. Lorsque Robert Kona est venu dire au sous-préfet qu'il est le président du PCRN, sur la base de ça, il a décrété qu'il y a risque de trouble à l'ordre public, dissension interne, et puis il a interdit. Donc si je dis aux camarades de Kelbey que je serai candidat du RDPC, on va interdire le congrès du RDPC. Non, il ne faut pas qu'on s'amuse comme ça. Même si c'est quelqu'un du RDPC, il y a Mila Assouté, qui à un moment donné avait déclaré sa candidature. Mais tout le monde a vu les foudres qui se sont abattus sur lui. Il y a l'ancien maire de Yaoundé qui a changé de parti. Saint-Éloi Bidoum. Tout le monde... Mais c'est leur parti. Moi, je dis, les partis ont leur texte que je ne connais pas très bien. C'est leur parti. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont les fonctionnaires qui sont chargés de respecter les dispositions de la loi le font. Et dans le cas d'histoire, ça nous permet de comprendre que nous avons choisi un système que nous ne voulons pas appliquer. Nous avons voulu créer un système hybride que nous ne voulons pas finaliser. Donc nous sommes sur deux pirogues et nous voulons naviguer. Tout le monde sait ce qui va nous arriver. Ne commençons pas à faire comme les pasteurs qui savent très bien qu'ils ne soignent pas mais qui passent leur temps dans les hôpitaux. Faites-en attention. La République nous appartient tous. La République est un bien que nous devons sauvegarder. Quand vous voyez le repli identitaire que certains ont promu, mais qui est en train de nous rattraper, c'est parce qu'il y a une faillite de la République. La République ne nous rend plus service. C'est pour ça qu'on croit que c'est le groupe ethnique qui va le rendre. Et à partir du moment où on s'installe sur ce chemin, on ne peut pas échapper à une implosion sociale. L'UPC avait dit, je crois sur ces plateaux, en 2010, avant que le conflit n'éclate, dès que la grève avait éclaté, qu'il y aurait guerre civile ou guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Les gens ont ricané. Il y avait un camarade du RDPC de Kelbey qui était là, qui nous a traités de tous les surnoms de sorciers. Aujourd'hui, nous sommes en guerre. J'interpelle M. Kelbey qui est là, pour qu'il fasse parvenir le message acquis de droit dans leur parti. La République du Cameroun est en danger. Non seulement à cause des défis extérieurs, mais surtout
à cause de la gestion de la petite politiquette, je dis bien pour qu'elle est encore plus petite, de certains ministères et de certains ministres. Ministère par service, surtout sur le plan politique. Mais vous savez pourquoi ils le font? Parce que l'un des filets sociaux qui restent aux Camerounais, à certains Camerounais, c'est la fonction politique. Dès qu'ils ont les fonctions politiques, ils savent qu'ils peuvent faire main basse sur la richesse nationale. Il faut qu'on se réorganise autrement. Que la politique soit au service du peuple. Et que ceux qui sont disposés à servir leur peuple, on les connaît, ils ont fait leurs preuves, et nul ne peut douter du patriotisme de l'Union des populations du Cameroun sur ce point. L'échec de l'unité nationale que les gens ont refusé de laisser l'UPC conduire est en train de nous rattraper. Et l'heure est grave. Il faudrait donc qu'on appelle à la table ceux qui ont pensé le Cameroun pour qu'ils aident à la reconstruction définitive du Cameroun. Serge-Henri Kelbé, selon un certain nombre d'informations, Robert Kouna serait galvanisé ou aurait reçu des assurances, des garanties du ministre de l'administration territoriale. Est-ce que le moment n'est pas venu de lui rappeler le cas CPP? C'est-à-dire que le 17 juillet 2018, le ministre de l'administration territoriale avait désigné Samuel Titafo comme le président, comme le patron du Cameroun People's Party, donc à la veille de l'élection présidentielle, et que le CPP a décidé d'attaquer cette décision du ministre devant le tribunal administratif. Et le 16 juin 2022, le tribunal administratif du centre avait débouté le MINAT, qui a décidé de se pourvoir en cassation auprès de la Cour suprême. Et le 13 janvier 2022, eh bien, la Chambre administrative de la Cour suprême a débouté définitivement le MINAT dans cette affaire qui l'opposait au CPP. Peut-être que si on rappelait cela à Robert Kouna, il ferait un peu plus attention aux garanties que semble lui donner le ministre de l'administration territoriale. Non, pas du tout, Duval. C'est trois affaires complètement différentes, que ce soit avec l'UPC, le CPP ou le PCRN. Je vais vous dire pourquoi. Mais avant, je vais revenir sur le déroulé des Edmond, comme il y a tout à l'heure, qui a semblé vouloir démontrer qu'il y a un acharnement contre le PCRN, un acharnement qui n'est pas du RDPC, ça peut être d'un ministre, même s'il est militant du RDPC, mais ce n'est pas une politique voulue et appliquée dans le RDPC, ça croyez-moi. Alors, à la suite de ce que Edmond Kamgia disait tantôt, je pense qu'il serait souhaitable que certains militants ou au cadre du PCRN demandent au groupe, n'est-ce pas, l'Equinox et assimiler les journaux et radios, des excuses, parce que moi-même j'ai lu ce pamphlet, donc nous ne voulons pas citer le nom de l'auteur, mais c'est cet auteur qui est aussi à l'origine un peu de ce qui arrive au PCRN, parce que d'une manière un peu trop volubile, d'une manière un peu trop insolente, il s'est attaqué à la vie privée de certains membres du régime. Donc, on vous a dit que quand vous portez des œufs sur la tête, il ne faut pas chercher des problèmes. Ce qui se passe aujourd'hui, concernant le PCRN, quand vous allez au ministère de l'administration territoriale, le président fondateur du PCRN, ce sont ces deux anciens. Je crois qu'en 2018, Cabral a allé au présidentiel avec le parti Univers. Donc lui aussi n'était pas le fondateur. Je crois que sur cet aspect-là, on est d'accord, Edmond. Pour les législatives, couplées législatives municipales, il a allé, n'est-ce pas, se joindre avec un autre parti en portant ses 11 millions de citoyens ou 11 millions de signatures, je ne sais pas comment est-ce qu'il avait appelé ça, pour aller voir Papa Konan. Il est allé, il a trouvé un parti déjà créé, qui au ministère de l'administration territoriale existait déjà en bonne et due forme avec un responsable. Parce que quand vous créez un parti politique, mais attendez-vous à tout, vous pouvez faire la prison, vous pouvez être tué, vous pouvez être embastillé. Aux États-Unis... Est-ce que c'est normal que ce soit comme ça? Non, je vous dis, quand vous faites de la politique, au Cameroun, en Italie, aux États-Unis, en Russie, c'est la politique. Vous savez ce que c'est que la politique, Duval? Mais quittez de votre chaise de journaliste, entrez en politique. Vous allez comprendre ce que c'est la politique. Je peux vous citer en Russie, où j'ai été pendant de bonnes années, quels sont les hommes politiques d'avenir qui ont été mis peut-être en ayant parce que leur plan
a été déjoué. Est-ce qu'on les jette en prison pour leurs opinions politiques? Navalny est où? Donald Trump est en train d'aller où? Dominique Strauss-Kahn a séjourné pas pour leurs opinions politiques. Non, au-delà des opinions, ce n'est pas pour les les opinions de M. Cabral Libi ou du PCRN. Je vous dis que le monsieur dont Edmond a cité, n'a pas voulu citer le nom tout à l'heure, est allé dans l'exagération, dans l'invective de certains membres du régime jusqu'à leurs enfants. Et je crois qu'en politique, quand vous acceptez de donner des coups sous la ceinture à un concurrent entre guillemets en face, attendez-vous aussi à la réplique. Ce que je veux démontrer ici, Cabral n'est président d'aucun parti politique au Cameroun créé. Je dis aucun. Créé, oui. J'ai mes petits frères à qui la vague de 40 nouveaux partis là. Oui, J'ai deux. Des gens que c'est mes enfants, si vous voulez, que j'ai hébergés, qui ont séjourné chez moi et puis et tout. Quand ils venaient faire leurs études à l'étranger, je leur ai adressé des félicitations. Parce que c'est déjà un parcours que le MITNAT, avec tout ce que vous pouvez imaginer, vous accorde un parti politique dont vous êtes président et président fondateur. Donc, Cabral, pour ma part, ce qui arrive au PCN aujourd'hui est un jeu politique. Et un jeu politique que eux-mêmes, ils ont provoqué parce que ils veulent un peu aller plus vite que le calendrier. Eux, ils sont déjà en campagne. Parce que le congrès de Kribi est un début de campagne présidentielle. C'est Serge, on parle dans tous les sens. Deux choses, pour qu'on se comprenne très bien. Robert Konaki dit avoir repris la présidence du parti. Dont il est le fondateur. Sur la base de quoi? Dont il est le fondateur du parti. Lorsqu'on est fondateur, on est président à vie. Mais qu'est-ce que... Est-ce qu'il y a eu, Serge-Henri Kelbé, il y a eu un congrès à Guidigis? Il y a eu un congrès. Enfin, ils ont appelé ça un congrès. Ils ont appelé ça un congrès. On a dit que c'était une réunion à laquelle on lui a dit... Mais attendez, qu'est-ce que Kane Anissé a fait ici au Parc des Princes? Non, restons sur le cas. Non, restons sur le cas. C'est pas la première fois qu'un président fondateur dit qu'il reprend sa chose. Non, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Faut lire le texte. Je ne suis pas membre du PCR. Je ne connais pas comment... Ni vous, ni moi. Oui, tout ce qu'on sait, c'est que Cabral Libi Lingué n'a créé aucun parti politique au Cameroun. C'est un locataire. Et il vient avec ce qu'on peut appeler sa meute, son armada et tout ce qu'on veut. Il vient avec ces gens qui le suivent par solidarité. Et il entre dans une coquille. Il a fait avec un couvre dans l'univers. Ça s'est mal terminé. Donc, le MINA dont vous parlez... Lequel Cabral, il a un dossier de création de parti. Serge, le MINA dont vous parlez a pris acte. Oui. N'est-ce pas, de ce qui s'est passé à Guidigis en termes de congrès des résolutions. Et c'est sur la base de ces informations-là que le PCRN a présenté des candidats aux élections municipales, législatives aux élections régionales. Mais comment aujourd'hui on peut indiquer qu'il n'est pas... Ne confondons pas. Moi, je vais vous parler maintenant comme un opérateur économique de mon niveau. Dans les structurations des SA ou des SAA, on a ce qu'on appelle le président du conseil d'administration. Au-dessus du président du conseil d'administration, on a même déjà mis un autre président. Le président national d'un parti peut être comme le DG d'un parti. Voilà. Le PCA, c'est lui qui a créé son parti. C'est ce qu'on peut appeler, par exemple, comme le Papa Konan qui était président fondateur. Et le DG peut être à minorité par le PCA à l'issue d'un conseil qui peut être le conseil d'administration. On peut débarquer un DG. Donc, comprenez que Cabral était seulement une espèce de directeur général du PCRN que les pères fondateurs PCA dans les sociétés ont débarqué parce que il n'était pas satisfait de la vie politique. Il s'applique au RDPC. Mais bien sûr, c'est-à-dire que à l'UPC. Qui a créé le RDPC à Bamenda? C'est pas Paul Biya lui-même. Créé? Oui, bien sûr. La transformée du le président, non, n'entrez pas dans le jeu de M. Sor. N'entrez pas dans le jeu de Sor. La transformée peu importe. En RDPC. Mais M. Sor. Non, moi, ce que je veux vous dire, je ne vous critique pas. À l'UPC, par exemple, nous avons le comité directeur. C'est-à-dire que quand vous êtes élu au congrès comme secrétaire général, le comité directeur, si votre mandat finit, peut prendre acte de ce que votre mandat finit et que vous ne voulez pas organiser le congrès, il vous suspend. Parce que dès que votre mandat finit, vous devez faire un congrès. Tout à fait. Et pour le faire, vous convoquez simplement au comité directeur qui reprend l'administration pour la confier au prochain. C'est pour ça que nous faisons. Maintenant, il faut bien savoir si c'est les... Moi, je ne connais pas les textes du PCRN. Je m'intéresse un peu à ceux du RDPC. Mais je dis ça dépend des textes du parti. Et donc, c'est une affaire délicate qu'on doit laisser
avancer, on verra tous les résultats. On ne peut pas ici maintenant commencer à dire, même pour nous à l'UPC, nous disons simplement que c'est une menace qui plane. La parole, là, qui menace. Monsieur Soron, depuis par politesse, merci, vous me remettez mes 45 secondes. Merci. Voilà. Non, Duval, ce que je voulais dire, en fait, c'est que ne faisons pas le trait d'union, comme ils aiment dire à l'UPC, UNC, RDPC, non. Cabral Libye est parti dans le parti Univers, avec ses militants. Donc, les militants de l'UNC, qui se sont retrouvés dans le RDPC, c'était tout à fait évident. C'est comme si M. Biya ne serait pas là demain, mon président national décide par une alchimie, il n'est plus là, et qu'il y a un autre parti. Et vous allez retrouver beaucoup de militants, anciens militants du RDPC sans ce nouveau parti. Regardez la politique en France. On parle de l'UDF. Après, Mais pourquoi vous dites si alors que c'est ce qui s'est passé avec l'UNC? Non, ça n'était pas comme vous pensez. Ce n'est pas un transfert. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est comme quand Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir en France. Il a créé une grande famille politique qui était l'UMP. Avec les Chiraciens, les Baladuriens et puis les gens du Modem de Bayrou. Il a créé l'UMP. Et c'est ça qui est devenu le RDPC. Il y avait même des gens du SDF dans le RDPC. Donc, évitez parfois de croire que le RDPC a figé les gens de l'UNC. Non, à la naissance du RDPC, le SDF n'était pas encore né. Non, c'est pour dire qu'il y avait des gens. Non, c'est juste pour dire que les gens sont partis du RDPC pour créer le SDF. C'est ce que je voulais dire. Donc, le RDPC est un parti qui s'est fondé de lui-même, mais qui, bien sûr, est parti par un noyau de l'UNC, parce que les Singapourais y étaient et autres. Donc, ce n'est pas un trait d'union UNC-RDPC. Quelle est votre lecture de cette question, Christian Masson? Moi, j'essaie de faire le lien avec l'affaire CPP parce qu'on sait que Edith Kabanwala est devenue présidente du CPP à la suite d'un congrès où elle a été régulièrement élue. Alors, lorsque le MINAT décide en 2018 de refaire de Samuel Titaphone le nouveau patron du CPP, la décision est attaquée et j'indiquais tout à l'heure que le 13 décembre 2022, la Chambre administrative de la Cour suprême a donné raison à Edith Kawala dans cette affaire qui l'opposait à Samuel Titaphone qui était présenté comme le fondateur du CPP. Est-ce qu'il faut laisser prospérer ce type de choses où peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content pour une situation, revient à la charge et puis ça crée un désordre dans une formation politique qui est bien connue et qui est en train de se préparer et qui devrait se préparer sereinement pour les prochaines consultations électorales? Duval Fangwa, tout ce qui se passe au PCRN est une logique, est une volonté réelle des autorités de ce pays pour pouvoir fragiliser l'opposition camerounaise. Je vais vous dire de manière claire que certains de nos amis du PCRN s'illustrent très souvent par une violence inouïe à l'égard du MRC. Mais cela ne nous empêche pas de ne pas cautionner ce qui est en train d'arriver au PCRN. Parce que je sais qu'ils ont essayé de faire la même chose avec le MRC. Malheureusement, nous, on a pris les devants et on a pris nos responsabilités. Ceux qui n'étaient pas d'accord avec nous nous ont accusés de dictature, de tournure autocratique, mais on voulait justement aboutir à une situation où le MRC ne puisse pas tenir sa 3e convention, qui malheureusement pour ces personnes et ces théoriciens du chaos de l'opposition et notamment du mouvement pour la renaissance du Cameroun s'est transformé par l'incroyable succès que tout le monde a vécu au Palais des Congrès le 9 et le 10 décembre dernier. Pour revenir au PCRN, les affaires politiques et les affaires des partis politiques relèvent de la vie associative. On ne peut pas imaginer une émission permanente de l'administration dans la vie des associations. Tout à l'heure, mon ami Soro a parlé de l'encadrement de l'administration sur le plan légal. Mais c'est les textes du parti qui doivent régir la vie d'une organisation politique. On ne peut pas dans ce pays dire que M. Cabral Libye, qui a exercé les fonctions de président du PCRN, comme vous avez dit tout à l'heure, qui est allé aux élections, qui a été dans tous les cadres de représentation de son parti, reconnu par l'administration, souvent même qui a été dans les cadres les plus insoupçonnés avec les autorités administratives, aujourd'hui, du jour au lendemain, n'a plus qualité. N'est plus qualité et soit en train d'être contesté comme président de ce mouvement. Le MRC ne peut pas cautionner cela.
Et le président national a fait une sortie. Au début de cette affaire, le professeur Maurice Kamto a été clair que nous ne pouvons pas accepter une telle immixtion de l'administration dans les affaires internes des partis politiques. D'où sort M. Kona subitement? Être président fondateur enlève-t-il qu'il soit lui-même soumis à la rigueur des tests du parti et à la rigueur des statuts et règlements intérieurs du parti? Le congrès de Guédiguès qu'ils évoquent, il y était. Même les rencontres donc qu'il y a eu de pacification, je ne vais pas ici défendre forcément les affaires internes du PCRN. Mais il y a été. S'il vous plaît. Par le président fondateur. S'il vous plaît. Nous avons vu, du jour au lendemain, M. Kona qui se plaignait de tous les maux en étant chez lui à Guédiguès et qui a recouvré par la force des choses tous les tapis rouges de la République. C'est-à-dire, on l'a vu à l'hôtel Djeguer, on l'a vu. Vraiment, il y a eu quelque chose qui s'est passé, nous ne savons pas. Mais ce n'est pas ça ce qui nous intéresse. Vraiment, moi, je ne suis pas là pour rentrer dans les affaires internes du PCRN. Ce qui m'intéresse, ce qui intéresse le mouvement pour la renaissance du Cameroun, c'est l'encadrement légal des partis politiques et l'exercice de leurs fonctions dans notre pays. Il faut que l'administration, il faut que le ministre de l'administration territoriale comprenne qu'il ne peut pas s'immiscer dans la vie interne des partis politiques. Il a son rôle qui est de veiller à ce que les lois de la République en matière d'exercice politique soient respectées. C'est pour ça qu'il y a une loi de 90 qui régit le régime des manifestations publiques et des réunions publiques. Loi qui est bafouée régulièrement par les autorités administratives. Mais c'est le ministre qui autorise la création de ces partis politiques. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Lorsque le PCRN, comme disait Duval, a présenté les candidats, ces candidatures sont passées par le MINAT. Je pense qu'il a bien vu que c'était Cabral Libi, en tant que président du parti. Après le congrès, il y a eu un acte officiel du ministre pour reconnaître le nouvel exécutif du PCRN. Donc on ne peut pas instrumentaliser les Camerounais de la sorte. Respectez au moins vos propres lois. Monsieur Kelbe, je dis bien que je ne suis pas ici comme l'avocat du PCRN. Je suis ici comme l'avocat de la République et l'avocat de l'opposition. Et l'avocat de la loi. Si on peut dire avocat de la loi, excusez-moi la tautologie. Oui. C'est-à-dire défenseur de la loi. Mais c'est quoi cette histoire? C'est-à-dire vous allez fragiliser tous les partis politiques. Regardez l'UPC aujourd'hui. Mon ami Sowe est obligé de parler de l'UPC historique, projection. C'est-à-dire on est obligé de trouver des contorsions pour trouver une existence légale à l'UPC aujourd'hui. Parce que l'administration a toujours eu pour seul objectif, lorsqu'un parti politique essaye d'exercer ses activités politiques, et surtout que le parti a de faire en sorte qu'on puisse briser et fragiliser totalement le parti. Et j'espère que mon frère Cabral Libi va tirer les enseignements de ce qui est en train d'arriver au PCRN aujourd'hui. Je pense qu'un de mes camarades politiques disait que lorsque souvent vous copinez trop avec le système d'une certaine manière, il faut vous attendre, lorsque le dîner est fini, à ce que peut-être que vous soyez vous-même l'objet du dîner. Je ne veux pas aller plus loin, mais je sais qu'un certain nombre de choses ont déjà été dites en rapport avec cette question. Mais cela n'enlève en rien la légalité de M. Cabral Libi comme président du PCRN. Et il faut fustiger ces manœuvres de l'administration pour pouvoir fragiliser un parti de l'opposition. Ce qui est curieux, c'est que tout ceci arrive au lendemain du blocage par Cabral Libi et un certain nombre de députés de l'opposition du discours de politique générale du président du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Le rouleau compresseur s'est abattu. Alors il fallait s'y attendre. Donc c'est une mesure de rétorsion. Comme il a osé arriver à ce point, vous avez décidé de le punir et de le détruire. Non, ce n'est pas comme ça. Faites respecter les lois de la République. La République, non. La politique veut aussi dire le respect des lois. La politique ne veut pas dire que tous les coups sont permis. Parce que vous pensez que, effectivement, en politique, aujourd'hui, en 2023, à l'ère des réseaux sociaux, c'est la politique de 1960 de vos devanciers de l'UNC qui ont été bien suivis par ceux du RDPC auquel vous appartenez aujourd'hui. Non. La politique peut se faire autrement. La politique peut se faire au service du peuple. La politique peut se faire avec des valeurs. Yes.
La politique ne peut pas que se faire par la roublardise, la ruse, vous n'avez pas l'exemple Monsieur Massoma, nous faisons la politique avec Monsieur Kelbe. Ben oui, mais là, il m'invective. Monsieur Kelbe, il le dit avec tout le sourire. C'est vous qui avez la parole. Monsieur Kelbe, l'humain n'a jamais été au centre des préoccupations du RDPC. Vous ne savez pas ce que c'est que l'humain. Regardez l'état dans lequel vous avez plongé notre pays après 40 ans. Ah, on en parle tout à l'heure. Vous ne pouvez pas parler de Christian, permettez justement. Alors, pour chuter, non, pourquoi je t'étais, il m'a distrait. Pour chuter, qu'on laisse que l'administration territoriale, le ministre de l'administration territoriale, l'État du Cameroun, qui laisse Cabral Libye et le PCRN exercer librement en conformité avec la loi leurs activités politiques. Qu'il organise son congrès, mais ce congrès n'a pas qualité pour organiser un congrès du PCRN aujourd'hui parce qu'il n'est plus dépositaire ni mandataire du PCRN depuis le congrès de Guédiguis. Ça, c'est ce que la loi prévoit. Très bien. Alors, Serge-Henri Kelbe va baisser un tout petit peu la température. Nous sommes le 31 décembre 2023. Et on se prépare à entrer dans la nouvelle année. Et ça doit se faire, bien sûr, dans la paix et la concorde. C'est également l'occasion pour nous, dans nos familles et ailleurs, dans nos structures, de faire le bilan, de jeter un coup d'œil prospectif pour savoir est-ce que nous avons tenu nos engagements, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, etc. C'est toujours l'occasion de bilan. Alors, je vous propose de faire une sorte de bilan de l'année 2023 avec comme tableau de bord le discours que le président de la République a adressé à la nation le 31 décembre dernier. Je vais prendre quelques exemples. On peut regarder au niveau de l'énergie électrique, on peut regarder les routes, on peut regarder la voirie, entre autres. Je commence par l'énergie électrique. Le chef de l'État disait ceci. La situation dans le secteur de l'énergie électrique connaîtra une amélioration considérable en 2023. Je vais reprendre cette phrase. La situation dans le secteur de l'énergie électrique connaîtra une amélioration considérable en 2023 avec la mise en service de la première phase du barrage hydroélectrique de Nachtigal et le démarrage des travaux de raccordement du réseau interconnecté sud au réseau interconnecté nord. Est. Dans mon texte, toi. Dans mon texte, c'est nord. Nos efforts visant à renforcer la qualité et la quantité de l'offre énergétique vont s'intensifier à la faveur de la construction de nouvelles infrastructures énergétiques et le développement de l'énergie solaire, en particulier dans la partie septentrionale de notre pays. Je veux m'arrêter là pour l'énergie électrique. Et je vous pose la question. Vous êtes militant du RDPC. Depuis 33 ans. En dehors de votre qualité de militant, vous êtes également citoyen camerounais. Tout à fait. Avant, je vous pose la question d'abord en tant que citoyen. Vous avez le sentiment vraiment que l'offre en énergie électrique s'est améliorée considérablement en 2023? Écoutez, Duval, je ne peux pas vous dire le nombre de jours que moi-même j'ai eu à passer dans le noir, c'est-à-dire à trouver des solutions palliatives. Avec des enfants à bas âge, c'est difficile. Et j'ai la chance, peut-être pas comme tous les Camerounais, d'être en contact avec les équipes d'intervention des NEO, que je félicite déjà. Jusqu'à minuit 41 minutes hier, ils m'appelaient pour savoir si l'électricité était revenue dans ma zone. Jusqu'à minuit 41 minutes, le dernier coup de fil. Parce qu'il y a un poteau qui a pris feu et qui tenait la ligne moyenne tension qui arrivait jusqu'à chez moi. Ils l'ont remplacé dans les 5 heures qui suivaient, ainsi de suite. Donc, Duval, ça c'est un autre pan de l'électricité. Alors maintenant, en tant que militant du RDPC. En tant que militant du RDPC, je voulais vous dire merci d'avoir posé cette question. Et vous posez cette question à un spécialiste du secteur. Oui. Duval, sur d'autres plateaux, j'ai dit que le Cameroun est sur la bonne voie. Et je peux même dire sur la très bonne voie. J'ai les éléments. Ce qui se passe aujourd'hui... Non, moi je ne parle pas de voie. Je parle de 2023. Je dis que nous sommes sur la très bonne voie, la route. Nous sommes sur la route. Nous sommes sur la voie, la route, Duval. Qu'est-ce qui se passe? La question, est-ce que l'offre énergétique a-t-elle été considérablement améliorée en 2023? Oui, Christian. Oui, monsieur Massoma, laissez-moi vous expliquer. Mais répondez à cette question. Je ne cours pas, même si j'ai 5 minutes ou 3 minutes. Laissez-moi gérer mon temps, mais je vais vous donner des éléments techniques d'un technocrate qui s'explique.
Il faut que les Camerounais comprennent cela. C'est pour ça que je veux parler calmement, moins rapidement et des thèmes très simples. Le barrage de Nachigal est terminé. Le mois prochain, dans quelques semaines, on aura les premiers essais 70 MW qui seront injectés dans le RIS, Réseau Interconnecté Sud. Le président Paul Biya l'a promis, ça a été fait et ceux qui lui ont fait mettre ça dans son discours avaient les éléments. Il se passe tout simplement que la dette intérieure du Cameroun, dont moi-même je suis une victime et dont je ne cesse de demander au chef de l'État, mon président national, d'accepter de faire payer la dette intérieure du Cameroun. Donc Eneo en partie et Globelec aussi en partie. Il arrive donc que Globelec, qui produit l'électricité avec du fiel lourd à la Dibamba, ça se paye. Et il le paye au même prix que nous, sans subvention. Il arrive que Kribi, qui doit injecter un peu plus de 280 mégawatts sur le réseau à partir du gaz, ça s'achète. Alors, ayant cumulé des factures impayées, c'est-à-dire Eneo ayant cumulé des factures impayées à Globelec, Globelec a baissé le disjoncteur. Ces machines ne sont pas en arrêt parce qu'elles ne sont pas en panne. Nous n'avons pas un déficit de production. Nous avons seulement un problème de paiement d'un mode de production. Et je peux vous rassurer que si le chef de l'État, Paul Biya, continue dans sa lancée, pour un pays qui se veut écologiste, nous allons fermer Libé, nous allons fermer Libamba, et peut-être nous allons fermer Kribi, parce que c'est des centrales polluantes. Dibamba et Limbe produisent beaucoup de monoxyde de carbone pour un pays qui a signé des accords, Kyoto, Paris, Luxembourg, et ainsi de suite. Donc, Duval, que la population camerounaise s'inquiète au niveau de la distribution, parce que lorsque Nachigal va injecter ses 420 MW, nous n'allons plus ressentir le déficit de 315 MW que Globelec injecte sur le réseau. Ça veut donc dire que si les factures de Globelec étaient payées, nous n'allons pas ressentir le déficit de 315 mégawatts. Mais les promesses du chef de l'État en ce qui concerne la connexion du RIS ont été respectées. Très bien. La production de 420 mégawatts de Nachigal sont là. C'est des effectivités. Très bien. Je vais donner la parole aux autres pour répondre, mais je voudrais développer un deuxième pan. Comme ça, ça va permettre de faire le tour. C'est le chef de l'État qui le dit. Nous sommes le 31 décembre 2022. Au niveau des travaux publics, 860 km de routes ont été construits ou réhabilités. Cet effort va se poursuivre en 2023 avec l'aménagement d'environ 700 km de routes, dont le bitumage de l'axe Ebolova à Komdo-Kribi. Une attention particulière sera accordée à la réhabilitation des voiries urbaines. Je reprends cette phrase. Une attention particulière sera accordée à la réhabilitation des voiries urbaines et à l'amélioration du trafic entre nos deux principales métropoles. Le président le dit le 31 décembre 2022. Tout à fait. Et il y a une réunion interministérielle qui est tenue le 26 octobre 2023. Avant cela, le Premier ministre a fait un tweet que vous avez certainement suivi. Dans le tweet, le Premier ministre dit: plus de routes de prestige. La cité capitale, dans la cité capitale, plus d'hygiène à Yaoundé. Les voiries sont dans un état de décrépitude et la question est aujourd'hui ménagère entre autres. Il fait ça dans un tweet. Et il convoque une réunion interministérielle le 26 octobre 2023. Et au cours de cette réunion, il est question d'examiner les problèmes de dégradation avancée des routes et d'accumulation des immondices dans la capitale. Tout à fait. Donc, le président a pu faire un discours le 31. Il dit: on va accorder une attention particulière à l'amélioration, à la réhabilitation des voiries urbaines. Et en octobre, donc 10 mois après, le Premier ministre en est encore à examiner les problèmes de dégradation des routes. Non, Duval, quand vous n'allons pas... Non, je pose la question. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment que le visage des villes de Douala et de Yaoundé correspond exactement à ce que le président de la République décrivait dans son discours 31? Oui, sans embâche, je dirais non. Nos villes sont sales et délabrées.
désintégrer complètement. Mais je vais vous l'expliquer quand on va entrer dans les mines, les trois projets miniers. Parce qu'il y a des choses... Qu'est-ce qui se passe pour que le président de la République parle et le gouvernement ne l'exécute pas? Bon, si vous voulez, j'anticipe. C'est eu le gouvernement. Non, si vous voulez, j'anticipe parce que je gardais ma réponse pour les projets miniers. Alors, ok, on va revenir sur les projets miniers. Non, mais je peux vous répondre. Non, ça répond au vide. Duval, donnez-moi 30 secondes. Ce que je veux vous dire, ma déception est aussi la vôtre. Nous avons tous constaté à quel point les voiries, n'est-ce pas, urbaines des villes comme Douala et Yaoundé sont tombées en décrépitude. Nous ne pouvons pas parler du scandale des immondices qui ont traîné dans les rues. Vous savez, le chef de l'État donne des instructions. Il y a des gens qui travaillent pour d'autres intérêts, pour donner de la lourdeur à la mise en application de ces instructions. Mais vous pouvez m'aller jusqu'à l'eau. Il a parlé du grand projet d'adduction d'eau de la ville de Douala, qui n'arrive pas. Je ne peux pas me mettre ici à... J'ai demandé au gouvernement de finaliser en urgence les diligences relatives au lancement en 2023 du méga projet d'adduction d'eau potable de la ville de Douala et de ses environs. Il n'a pas été fait. Ça, il faut le dire. Il n'a pas été fait. Pourquoi, Duval? Il faut entrer dans la situation conjoncturelle. Je vous ai parlé tout à l'heure de la dette intérieure qui est lourde à payer pour l'État du Cameroun. Et beaucoup de projets n'ont pas pu corps parce que l'État du Cameroun n'arrive pas à apporter sa quote-part dans la réalisation de ces projets. Alors, Simon Serge sort, donc on n'a pas d'eau parce que l'État n'a pas d'argent. C'est ce que vous avez dit, hein? Non, n'a pas la possibilité d'apporter sa quote-part. Ça veut dire qu'il n'a pas d'argent. C'est des contributions, c'est des projets conjoints. Oui, mais la quote-part de l'État, si l'État n'apporte pas sa quote-part, ça veut dire que l'État n'a pas d'argent. On a moins d'argent pour payer les salaires et... Mais pas pour financer les projets. Des projets d'adduction. Vous savez... Les hôpitaux ont été construits à la place. Ce à quoi nous assistons là, de la part de l'UNCRDPC, et qui semble nous faire rire, ça semble nous faire rire. Mais en réalité, le mal est tellement profond que quand quelqu'un qui vous dit qu'il est technicien du domaine est gêné et n'arrive pas à trouver les solutions pour vous expliquer, vous comprenez bien que c'est parce qu'on a choisi un modèle et un système légué par les colons qui n'est pas adapté et que nous ne maîtrisons pas. Mais nous nous battons dedans en essayant de le faire avancer alors qu'il n'avance pas. Je vais prendre le cas qu'il a voulu prendre pour lui dire que vous avez voulu maquiller de manière lexicale une réalité pour la faire passer pour belle, mais en réalité le maquillage n'a pas tenu. Elle est laide. Elle est tellement laide qu'en réalité, si tout le Cameroun produit en pleine capacité toute l'énergie qu'elle veut, le Cameroun va produire 1562 mégawatts en pleine production. Voilà en état les statistiques de 2023, juin, par les services des experts que vous êtes. Vous ajoutez Nachigal. J'ai dit toutes les potentialités réunies. Ça sera 1562 mégawatts. Or, le besoin actuel du Cameroun est de 2000 mégawatts actuels. En 2025, il sera de 3400, donc on n'aura jamais d'énergie pour le faire. Sauf si, comme l'UPC le propose, on réfléchit. Oui, monsieur Kelber, parce que la solution n'est pas dans ce que vous voulez proposer. Qui coûte 500 mégawatts. Monsieur Kelber, vous aviez la parole, vous avez oublié tout ça. Non, il n'est pas. Ce qui veut dire que, techniquement, le Cameroun ne peut pas offrir l'énergie électrique. Parce que moi, je parle d'énergie de chaleur. L'énergie électrique et la chaleur nécessaires pour que les Camerounais vivent bien dans cette configuration. Parce qu'il y a un mauvais usage et une mauvaise planification. L'échec total. Mais c'est pas ce que c'est pas. Simon Serge, je veux prendre une seconde juste pour vous relancer. Le Cameroun n'aura jamais l'énergie électrique. Si nous avons le pouvoir, est-ce que vous vous souvenez que en juin 2012, lorsque le président de la République posait la cérémonie de pose la première pierre du barrage de... C'était Lompanga. Non, Memvele. Il disait que on va produire l'énergie électrique au point où on va revendre aux pays voisins. Mais il y a les gens qui vendent l'énergie alors que la population n'a pas la lumière, non? Ah, d'accord. Le Cameroun vend l'énergie, non? À qui? Le Cameroun vend de l'énergie. Il y a deux pays où nous avons les conventions, le Tchad et le Nigeria, signées par le chef de l'État. Alors, continuez votre développement, je ne voulais pas vous interrompre. Ce que je veux vous dire, c'est que, par exemple, vous pensez que l'éclairage public doit être fait à partir de l'électricité électrique? Vous croyez vraiment?
Vous croyez que les cités là, comme Bonamoussa dit, Makepe, doivent être électrifiées par le réseau électrique local, alors qu'ils devaient être des centrales de production? Toutes leurs toitures là servent à quoi? Donc il y a un déficit de réflexion politique. Non. Il y a actuellement, si Natiegal se met en service comme ils vont se mettre là, déjà Alukam a fermé une cuve parce qu'il n'y a pas d'énergie. Les 4 zones industrielles ont besoin de 380 MW à l'heure actuelle. Ils ne les ont pas. Ça veut dire que même si on libère Natiegal et qu'ils veulent travailler, 420. ils ne vont pas travailler. Ils ne vont pas travailler. Je parle de ces termes. Or, le besoin réel de l'extension des populations fait que il y a une autre source d'énergie qui est consommée. Et donc le prix, si le Cameroun ne résout pas le problème de production des produits pétroliers et sort du discours fallacieux de la subvention, bah, c'est un faux discours. Quand tu fais les beignets chez toi, les beignets que tes enfants mangent ne sont pas subventionnés. Il faut arrêter ce discours-là, M. Kelbe. Donc, pour le plan électrique, déjà les promesses du chef de l'État ne pouvaient pas être tenues parce que ceux qui lui ont fait écrire ça et dire ça ont l'habitude. Ils avaient dit que la CAN se tiendra le jour dit. Et on a vu quand la CAN s'est tenue. Ces gens écrivent souvent, comme vous avez vu M. Kelbe le faire maintenant, dans un français tellement bien outillé, bien huilé, avec une sémantique, n'est-ce pas, de prophète. Mais ils savent que c'est vide parce qu'ils veulent tromper le peuple camerounais. Autre chose, le Cameroun a beaucoup de sources d'énergie inutilisées qu'on devrait explorer si on veut résoudre de manière définitive. Parce qu'il y a une série de structures de la République, par exemple les logements domestiques. Le modèle que nous avons adopté d'éclairage est très énergivore. Et tout le monde sait qu'avec les technologies nouvelles, on peut le résoudre et réduire considérablement. Deuxième élément, la planification et la redistribution. Des Camerounais installent les usines partout, même dans leur maison. On met d'abord les gens en insécurité et après on ne sait même pas comment utiliser, ce qui fait qu'il y a trop de perditions électriques. La fraude. Troisième chose, la planification même de la ville. Vous voyez une ville comme Douala qui s'étend dans le désordre, alors que toute la population de Douala, c'est pas 6 millions d'habitants. Ils peuvent habiter à Kouaïbonandio. Toute la population de Douala, là. Pourquoi on laisse des gens? Parce que dans ce pays, ceux qui ont hérité du colon et qui ont continué à promouvoir sa politique et son modèle de gestion n'ont pas compris qu'il nous faut construire notre République. Et c'est pour ça que le deuxième pan que vous avez évoqué, et je l'attaque, est dans le même état, les routes. Mais parce qu'on laisse des gens aller s'installer quelque part et après on commence à réfléchir à comment on va leur permettre d'arriver à leur travail. Alors que dans un pays structuré, organisé, planifié, administré politiquement et bien géré, avant que les gens ne commencent à aller s'installer à PK14, on a déjà résolu comment on va aller et venir, comment on va contourner s'il y a un problème, comme il y a des services sociaux, des hôpitaux, comment y accéder rapidement en cas d'accident avant de laisser les gens commencer à bâtir. Et regardez un quartier comme Douala 2e. Mais tout est vide. Vous avez des taudis partout à gauche et à droite, les rues, tout est vide. Et on vous dit que ce quartier est là, et puis les gens vont s'installer à PK27. Pourquoi? Pourquoi on laisse les gens s'installer à PK27? Parce que quelqu'un aurait dit que 1500 mètres carrés, là, un titre foncier. Mais l'État, la République a les moyens de prendre ce monsieur en charge et de faire loger 40 familles à cet endroit. Et résoudre donc un problème d'extension de route. Le Cameroun, tel qu'il est administré par le RDPC. Mais Serge a dit qu'il n'y a pas d'argent. Et ce n'est pas une question d'argent. Là encore, l'art et les gens suffisent pour avoir de l'argent. Le Cameroun a de l'art, le Cameroun a les gens. Qu'ils disent qu'on n'a pas de monnaie en tant que politique, ça c'est autre chose. On a le matériel monétaire manque. Mais vous ne pouvez pas avoir des gens qui travaillent. Vous avez une richesse qui est produite et l'élément qui les lie tous les deux fait défaut. Mais l'élément, on le fabrique. Bon, si vous n'avez pas le pouvoir de le fabriquer, ça veut dire que vous n'êtes pas souverain. Et ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas la faute de l'UPC, c'est la faute de l'UNCRDPC. Donc, il n'y a pas une question d'argent. L'argent n'est pas un problème quand un pays est organisé, c'est une décision. Les pays structurés sont endettés parce que l'État ne meurt pas. L'État reste producteur de richesse à vie. Donc, le Cameroun peut, au claquement de doigts, avoir l'argent pour payer sa dette intérieure. Mais posez-vous la question pourquoi ça ne se fait pas. Eh bien, parce que la préoccupation de construction d'une république dans laquelle nous, vous, moi, citoyens et citoyennes de cette république qui méritons le bien, nous sommes rejetés par ceux qui confisquent la république pour leur famille. Et je suis gêné, parce que nous tous, tout le monde aimerait avoir un fils qui serait président comme Paul Biya. Ce monsieur a un destin exceptionnel. Et il faudrait qu'en partant de cette terre de ses ancêtres, qu'il se souvienne de ses vraies promesses.
je voudrais laisser aux Camerounais un pays prospère et démocratique. Pour la démocratie, ses amis l'ont emballé dans un linceul de deuil. La prospérité a disparu. L'état de misère, je marchais encore hier à Neubel et Deido, les choses que nous ne voyions pas quand nous étions jeunes dans cette ville, on est en train de les voir. On est en train de les voir. Et ça ne semble pas émouvoir ces gens qui font de la politique contre les partis. Par exemple, nous à l'UPC, j'arrête par là, on a tenu un congrès. Tout le monde sait désormais que le secrétaire général, c'est Sylvestre Lebel-Niek. Moi qui vous parle, je suis le vice-président, le 5e du nom. Mais tout le monde sait que ça sera la croix et la bannière. Malgré les décisions qui ont été prises aux élections régionales, tout le monde a vu. Vous allez voir. Il ne se préoccupe pas des Camerounais. Il faudrait que le président Biya, pour ce qui lui reste encore, et nous pensons, nous espérons toujours, parce que nous, si l'UPC n'avait pas espéré, le nord-ouest et le sud-ouest n'auraient pas commencé seulement en 2017. Et parce que beaucoup de Camerounais ne veulent pas de ça, les camarades du RDPC-UNC doivent comprendre que la République nous appartient tous. Et il est grand temps qu'on s'asseye, pas dans un faux dialogue national, mais dans un vrai dialogue inclusif. Christian Massoma, de tout ce que le chef de l'État a dit le 31 décembre 2022, est-ce qu'il y a des réalisations palpables, des choses qui ont été faites qui peuvent être mises au crédit, à l'actif du chef de l'État pour cette année 2023 qui s'achève? Lesquels nous vivons dans le même pays. Nous vivons dans le même pays. Il a parlé de deux choses principales, ou de trois, l'énergie, l'eau et les routes. Lorsque vous vivez au Cameroun comme moi, comme vous, que vous arpentez les rues de Douala à longueur de journée, que vous subissez depuis des mois des coupures intempestives, nous sommes en période de fête de fin d'année. Moi, là où je suis, je m'alimente pratiquement au groupe électrogène tous les jours désormais. Et c'est très coûteux en termes de carburant et autre chose. Parce que nous n'avons plus d'énergie. Les Camerounais n'ont pas d'électricité. Quels que soient les termes savants que Kelbe va utiliser ici, c'est-à-dire les mégawatts, les interconnexions, les Nachigal Sud, autres. Mon ami, les Camerounais n'ont pas d'électricité. C'est de l'enfumage. Les discours, toujours des discours. Pourquoi est-ce que vous ne pensez qu'en termes de discours, jamais en termes de réalisation? Le président de la République dit qu'il y aura une amélioration de l'offre énergétique. On finit 2023, les Camerounais n'ont jamais été aussi plongés dans le noir qu'en ce moment. Vous-même, vous venez de dire que dans votre propre quartier, vous ne comptez pas le nombre d'heures que vous passez dans le noir. C'est le citoyen qui parlait. Oui, donc moi je parle aussi en nous sommes dans le militant, il n'est plus citoyen. Donc, on a parlé d'un grand projet d'alimentation de la ville de Douala. Il est lettre morte. On parle de la voirie urbaine, nous vivons sous les immondices. Nous vivons dans la poubelle, notre ville est méconnaissable. Personne ne peut être fier du visage qu'offre la ville de Douala aujourd'hui. Le Premier ministre, le 26 octobre, a été obligé de dire que arrêtez, il faut que vous redonniez un autre visage à la capitale politique de ce pays. 10 mois après le discours du président de la République, nous mais soyons conséquents. Il faut les chasser. Vous avez échoué, lamentablement échoué. Si vous n'êtes pas capable, vous, dans votre propre camp politique, d'appliquer les instructions et d'appliquer les orientations de politique générale de votre champion, ça veut dire qu'il y a un problème. Et ça fait 41 ans que vous roulez les Camerounais dans la farine. Les discours ne peuvent pas continuer à être le seul motif que le RDPC va servir aux Camerounais. Les Camerounais veulent sortir de la misère. On a trouvé un pays, nous, comme il disait, lorsque nous grandissions dans cette ville, il y avait une vraie voirie urbaine. On choisissait les taxis. Il y avait un plan de développement de la ville. C'est-à-dire que les Camerounais étaient respectueux d'un certain nombre de normes en matière d'urbanisation. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans une forme d'ensauvagement de la République à travers nos cités et les projets de développement locaux qui doivent y être appliqués. Non, monsieur Kelbe, honnêtement, nous parlons avec beaucoup de gravité parce que ce que l'autre pays, je ne sais pas si ils ont planifié le chaos, vos amis, mais on a l'impression que nous sommes en train de nous acheminer inexorablement vers le chaos total.
Parce que rien ne marche. Rien ne marche. Ne parlons pas d'aujourd'hui des institutions et des guéguerres qu'il y a au sommet de l'État qui font en sorte qu'une décision administrative prise à 17h peut être remise en cause à 20h. Je me souviens encore, il me souvient que jusqu'à maintenant, on a lu dans le poste national la nomination d'un nouveau directeur de cabinet à l'Assemblée nationale. Mais l'ancien directeur de cabinet est toujours en poste et n'a jamais parti de cela. Voici le pays que vous nous servez aujourd'hui. Il y a une chose qui marche. Oui. Les lions indomptables. Mais non, même les lions indomptables. Même les lions indomptables. C'est pareil qu'on a donné l'argent pour aller chercher la canne, ça calme le Camerounais. Je ne sais pas si ça va calmer qui que ce soit. Nous n'allons pas continuer. Nous aimons le football, mais eux ne vont pas nous distraire avec les lions indomptables. D'ailleurs, même ces lions indomptables, depuis longtemps, on n'engrange plus aucun résultat. C'est-à-dire même le dernier refuge ou la dernière valeur refuge que vous aviez en disant que non, le football est le facteur qui fédère tous les Camerounais, on oublie tous nos problèmes. Même ça, on n'a plus aucun résultat. C'est le chaos total dans tous les domaines. Donc, ce que je veux dire, il faudrait que vous compreniez que les discours du chef de l'État, on en aura un tout à l'heure, qui fixe le cap. Des discours qui font le bilan de l'année écoulée et qui fixent le cap de l'année à venir ne sont pas compatibles avec ce que les Camerounais vivent sur le terrain. Je ne sais pas qui fait en sorte qu'on nous serve toujours des discours en totale inadéquation avec la réalité du terrain. Les Camerounais, je vous le disais tout à l'heure lorsque vous avez pris... lorsque vous essayez d'exposer en tant que technicien, expert du domaine de l'énergie, je vous disais, arrêtez, vraiment, sortez de l'enfumage. Dites aux Camerounais que voilà ce qui doit se passer. On n'a pas d'électricité. Il a parlé de l'offre actuelle et des besoins que nous avons à l'horizon 2025. Hein? On a une capacité maximale de 1500 et poussières de mégawatts. Et à l'horizon 2025, nous sommes à 2000 et poussières. Vous n'avez pas encore produit les 1500. Vous avez tous les conflits parce que vous ne payez pas vos prestataires et vos fournisseurs. Parlons de l'ENO et de la crise avec Globelec. On a vu la dernière fois qu'il y a eu un accord pour qu'une partie de la dette soit payée et que ça puisse alléger les concitoyens pendant la période des fêtes. Mais la réalité est que nous sommes toujours plongés dans le noir, M. Kelbé. Donc, il faut qu'on arrête cela. Est-ce que quand vous circulez ici avec votre véhicule, dans ce nid de poule, dans cette poussière, c'est le visage que la ville de Douala doit montrer? Ce n'est pas normal. Le RDPC a échoué. Et foutez la paix aux Camerounais, laissez la possibilité à une autre offre politique de pouvoir faire quelque chose pour sortir le pays de l'ornière. Okay. Sinon, nous allons continuer. Cette déperdition-là, même vous, militants du RDPC, vous allez subir cela. Je ne suis pas sûr que vous êtes content de vivre dans le noir chez vous. Donc, arrêtez de tout défendre et d'embobiner tout en pensant que non, les Camerounais sont ce qu'ils sont, ils vont tout gober comme d'habitude et que nous allons continuer à aller dans cette déperdition totale par rapport à notre pays. Alors, je donne la parole, Serge, je m'avance là, je vais requérir l'avis de Edmond Kamgia. Edmond, je rappelle deux autres points du discours du chef d'État. Hein. Le président de la République disait, dans son discours du 31 décembre 2022, l'an dernier, c'est le président de la République qui parle, l'an dernier, donc parlant de 2021, dans des circonstances similaires, donc toujours dans son discours du 31 décembre, je vous avais fait part de mon souci de renforcer la gouvernance dans la gestion des affaires publiques et de maintenir les dépenses de l'État. Ce souci demeure constant et intangible. Aussi, je tiens une fois encore à rappeler que tous ceux qui s'enrichissent illicitement en spoliant l'État, à quelque niveau que ce soit, vont rendre des comptes. Ça, c'est un extrait. Un autre extrait, il disait, et c'est en rapport avec la décentralisation, puisqu'on parle de gouvernance, les élections sénatoriales qui se tiendront en 2023, il disait ça l'année dernière, les élections sénatoriales qui vont se tenir en 2023 seront l'occasion de consolider l'option de décentralisation que nous avons prise en renouvelant la chambre haute de notre Parlement qui représente les collectivités territoriales décentralisées. Je vous pose la question en tant qu'analyste éditorialiste, est-ce que ces élections sénatoriales qui sont déroulées et toute la mécanique qui a accompagné cela a permis effectivement à cette décentralisation-là de se consolider? Avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur la thématique précédente pour rappeler la position éditoriale d'Equinox Télévision, et notamment de cette émission, en relation avec le pamphlet qui a été diffusé sur les réseaux sociaux
par un communicateur d'une branche du PCRN, où il parle, entre autres choses, de rupture totale avec le groupe Equinox, où il interdit à Equinox Radio-Télévision de couvrir les activités du PCRN, où il interdit Equinox, dans tous ses démembrements, y compris la nouvelle expression, de parler, de dire un mot, d'évoquer même le PCRN. Moi, je voulais lui dire, une ou deux choses et en profiter pour donner quelques explications importantes sur comment fonctionnent nos débats à Equinox Télévision. D'abord, lorsque vous êtes un homme public, lorsque vous êtes militant au cadre d'une formation politique, que vous le vouliez ou non, les médias vont parler de vous, en bien comme en mal, parce que vous êtes un homme public, vous êtes sur la scène publique. Vous appartenez à une formation politique qui est connue, qui est reconnue, qui a été créée, qui est légalisée. On va forcément en parler. Ça, c'est la première chose. L'autre chose qu'il faut dire, c'est que ici, au groupe de la Nouvelle Expression, Equinox Radio et Télévision, personne ne nous impose quoi que ce soit. Nous avons une ligne éditoriale et nous sommes libres de nous exprimer sur des sujets d'intérêt national, des sujets qui intéressent la nation, sur tout ce qui porte et qui montre en quoi l'intérêt général est en jeu. Que ce soit des questions politiques, économiques, des questions financières, des questions de tous ordres, nous allons en parler dans nos débats. Que ce soit la presse écrite, la Nouvelle Expression, que ce soit la radio, que ce soit la télévision. Une autre chose, c'est que aucun parti politique ne nous impose rien, quoi que ce soit. Nous n'avons de leçons à recevoir d'aucun parti politique. Le PCRN, qui vient d'avoir une exposition médiatique seulement depuis quelques années, à la faveur de l'élection présidentielle de 2018, ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Et nous insistons là-dessus. Et tout à l'heure, on vous rappelait d'ailleurs que dans au moins 4 émissions, nous avons évoqué le problème PCRN avec le MINAT, pour montrer en quoi il est important de respecter la loi, pour montrer que dans un état de droit, l'administration territoriale ne doit pas s'immiscer dans les affaires internes des formations politiques. Nous n'avons pas besoin d'aimer ou de détester le PCRN pour le dire, parce que ça concerne aujourd'hui le PCRN, demain ça va concerner l'UPC, peut-être après-demain le SDF, peut-être une autre formation politique. Même le RDPC, ça peut concerner le RDPC. Nous avons dans notre ligne des positions de principe. Nous respectons la loi. Nous dénonçons tout ce qui est antidémocratique. Ça ne dépend pas du PCRN ou de son communicateur ou de qui que ce soit. Une autre chose, j'en profite pour le dire, lorsque nous sélectionnons les panélistes sur nos plateaux, que ce soit Equinox Soir, Droit de réponse ou sur d'autres plateaux de la radio, en fonction de nos thématiques, nous sollicitons de ces formations politiques des profils qui correspondent aux thématiques. Si les questions sont juridiques, nous leur demandons, envoyez-nous des juristes de préférence. Parfois, nous envoyons des avocats pour des questions où, c'est quand la thématique est globalement juridique. Si c'est politique, envoyez-nous des communicateurs politiques qui sont très politiques. Si c'est économique ou financier, faites en sorte que le communicateur qui vient soit plus à l'aise sur les questions économiques et financières. Alors, Edmond, disons que, bon, en fait, je ne sais pas, on n'aurait pas dû insister là-dessus, puisque le communiqué dont vous parlez date même d'il y a 1 mois et demi. Oui, novembre. En principe, je considère que c'est périmé. Donc, ce qu'il faut dire, comme vous l'avez indiqué, on va dire ça de façon simple et triviale pour que les téléspectateurs comprennent. Nous, on parle de ce qui nous plaît. Vraiment, c'est sans manquer de respect à qui que ce soit. Nous parlons de ce qui nous plaît. Et tant que cela ne menace pas la sécurité nationale, tant que cela ne menace pas l'intégrité territoriale, tant que cela ne menace pas les institutions, nous parlons de ce qui nous plaît. Non, vraiment, excusez de cela. Donc, on ne va pas insister davantage sur la question. On va revenir sur la problématique que nous sommes en train d'examiner, à savoir le discours du chef de l'État. Je vous pose la question de savoir qu'est-ce que vous dites lorsque vous analysez le discours du chef de l'État.
Par exemple, sur la question de la décentralisation, est-ce qu'elle s'est consolidée au cours de l'année 2023? Avant de répondre à cette question, j'insiste encore là-dessus. Je conclue sur ce que je disais tout à l'heure. Au-delà de l'image, nous rendons compte. Et nous rendrons toujours compte. N'en déplaise à ceux qui ont des choses à cacher. Nous pensons, par rapport au discours, aux extraits du discours du chef de l'État que vous avez cité, que malheureusement, tout ce qu'il a annoncé en termes de promesses n'a pas été réalisé, malheureusement. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Les attentes n'ont pas été comblées. Il y a eu des sur chacun des points que vous avez indiqués. Il y a eu des réalisations, Edmond. Les réalisations ont fait beaucoup. Moi, je pense Les réalisations non promises. La question... Non, La question vous a été posée. Samuel Brazzaville, pas sur ce prisme-là. C'est tantôt là. Allez-y. Vous avez aux questions. Permettez que je réponde aussi, M. Kelbé. En ce qui concerne les nouvelles institutions et les attentes, surtout la décentralisation, nous n'avons même pas le sentiment que nos sénateurs se préoccupent de ce qui concerne véritablement la décentralisation. Parce qu'en réalité, un sénateur devrait travailler et avoir l'esprit en permanence, le souci des collectivités territoriales décentralisées. Un bon sénateur doit être en étroite collaboration avec les mairies, avec les communes d'arrondissement, avec le conseil régional, les membres du conseil régional, discuter en permanence avec eux pour savoir quels sont effectivement leurs problèmes. Est-ce que leurs problèmes ont été résolus depuis qu'ils existent, notamment le conseil. Si vous faites le bilan aujourd'hui des conseils régionaux, c'est zéro macabo. Sauf les salaires qui sont payés, peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Ils ont, parfois, certains ont des véhicules, les salaires sont payés. La dotation de fonctionnement. La dotation de formation existe. L'investissement, aucun projet n'a été réalisé dans les conseils régionaux au jour d'aujourd'hui. Ils n'ont même pas eu la dotation qui leur revient. La totalité de la dotation n'est jamais arrivée. Ils ont une partie de la dotation. Et ils l'ont mis globalement dans le fonctionnement. Absolument. Ils l'ont bouffé. Pour parler terre à terre comme au quartier. Mais j'insiste là-dessus, le chef de l'État fait beaucoup de belles promesses quand il concerne la décentralisation, mais on attend toujours. On attend toujours. Il a fait beaucoup de promesses, vous l'avez dit tout à l'heure, que ce soit en matière d'eau, d'électricité et de route. Mais il y a quelque chose qui m'écoeure. Est-ce que vous vous rendez compte qu'au jour d'aujourd'hui, Douala et Yaoundé ne sont pas liés par une autoroute? Ça, c'est la promesse de quelle année encore, là? Ça fait une dizaine d'années. Ça fait une dizaine d'années au moins. La continuité de cette autoroute. Je vous dis, voilà une action qui n'a pas été. L'autoroute. La continuité. L'autoroute qui aurait dû être Douala-Yaoundé, qui est devenue par la suite Yaoundé-Douala, qui a permis le tronçon de 60 km qui ne servent pratiquement à rien. Non, on va Boudmak avec. Comment ça ne sert à rien? Non, ce n'est pas plus utile que si ça avait été Douala-Yaoundé. Parce qu'il y a des bretelles. Par le sud, par Kribi et autres, EDA, ça nous aurait été plus utile au Cameroun, même en termes de désenclavement au niveau du développement. Ce n'est pas plus. C'est utile, mais ce n'est pas plus utile ça avait commencé par Douala. Nous n'avons, vous l'avez dit, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, parce qu'en fait, je partage beaucoup de choses qui ont été dites là. Nous n'avons pas d'eau en permanence, nous n'avons pas d'électricité en permanence. Nos villes sont devenues des villes poubelles. Je me rappelle une belle phrase que le chef de l'État a prononcée en 1991, et je la remets au goût du jour. Quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Et quand Yaoundé suffoque? Aujourd'hui, Yaoundé suffoque. Est-ce que le Cameroun vit quand Yaoundé suffoque? Et il n'y a pas que Yaoundé qui ne respire plus, Douala ne respire plus, Bafoussam ne respire plus, toutes nos villes ne respirent plus, toutes nos grandes villes ne respirent plus. Bafoussam respire. Ah bon? Vous êtes sûr que Bafoussam respire? J'en reviens. Bafoussam respire. Il respire un peu mieux que dans les années précédentes. Mais il ne respire pas aussi bien qu'il aurait dû respirer. Il y a eu des améliorations. Je vous assure. Il y a eu des améliorations. Monsieur Kelbé, vous voyez, pour la deuxième fois, vous m'empêchez. Alors, on conclut pour qu'on avance sur la question des projets miniers et qu'on sorte de l'émission. Oui, je vais conclure en disant tout simplement que, en attendant les nouvelles promesses que le chef de l'État va faire cette soirée du 31 décembre 2023,
je crains fort, en tenant compte des promesses qui ont été faites il y a 1 an, qui n'ont pas été réalisées, que celle qui va prononcer ce soir soit réalisée au cours de l'année 2024. J'ai des doutes, alors des sérieux doutes, compte tenu des difficultés financières de l'État du Cameroun en ce moment. L'incapacité à concrétiser beaucoup de projets qui auraient dû aider. Honorer ses engagements. Alors, Saint-Jean-Yves Kelbé, le président de la République disait ceci, parce que la question qu'on se pose, c'est de savoir si ce qu'il va dire ce soir peut être écouté de façon attentive au regard de ce qu'il a dit là et ce qu'il en est advenu. Beaucoup l'attendent sur la question du projet minier. Parce que l'année dernière, c'était un aspect important de son discours. Et on souhaiterait, il me semble, qu'aujourd'hui, 31 décembre, dans son discours, qu'il fasse une évaluation du taux de réalisation de ces 3 principaux projets miniers. Je vais les rappeler. Le chef d'État disait, dans la perspective de diversifier les sources de revenus de l'État, j'ai autorisé le démarrage de 3 projets d'envergure qui visent à développer notre potentiel minier et à structurer notre économie et à créer des emplois. L'année 2023, disait-il, sera marquée par le démarrage des travaux relatifs à l'exploitation du minerai de fer de Kribi-Lobé. Ce projet prévoit notamment la construction d'une usine d'enrichissement de fer, d'un pipeline d'environ 20 km et d'une centrale de production d'énergie de 60 MW. Nous engagerons également l'exploitation du gisement de fer de Mbalam, Nabeba, et pour la retombée, notre pays bénéficiera entre autres d'une ligne de chemin de fer de 540 km entre Nabeba, au Congo, et le port de Kribi, où sera édifié un terminal minéralier. Le 3e projet a trait à l'exploitation du fer de Bipindi, Grand Zambie, avec à la clé le développement d'un complexe sidérurgique pour la transformation locale du fer, la construction d'un pipeline et de plusieurs infrastructures de base au bénéfice des populations. On s'attend quand même à ce que ce soir, dans son discours, que le chef d'État dise, pour ce qui concerne ces projets-là, voilà où on en est, voilà ce qu'on a déjà fait, voici le taux de réalisation et voici les effets, par exemple, sur la vie des populations. Très bien, merci Duval. Et j'attendais cette question, c'est pour ça que je vous ai dit que je dirais un certain nombre de choses lorsque nous allons attaquer l'aspect minier. Mais avant d'y aller, je voudrais d'abord faire comprendre à M. Soro, qui est ici, que le Cameroun vit depuis ce déficit énergétique. Depuis. Même dans les années 80. Ce qui se passe actuellement, c'est que le gouvernement de la République se bat de belle manière pour réduire le déficit, le dépasser et commencer à vendre l'électricité. Nous sommes partis d'un déficit beaucoup plus grand, de plus de 1500 MW, aujourd'hui à presque 600 MW. Si on construit qui coûte 500 MW et le taux de population, d'augmentation de la population qui est entre 6 et 7,5%, nous allons encore diminuer ce gap. Et si demain on trouve des financements, je dis bien si, pour un barrage comme Nounvouri, qui est 3000 MW, Grand Ewen, nous aurons atteint la route vers l'autosuffisance énergétique. Ce n'est pas la question de l'argent. Non, ce n'est pas une spéculation. Je vais répondre je voulais juste apporter des petites précisions rapidement parce que je vais répondre à Duval. Je voudrais aussi faire comprendre à Edmond que aujourd'hui, je vais revenir à votre question, mais je voulais juste... La population demande, ce n'est pas les barrages, c'est l'énergie. Non, il faut d'abord produire. Maintenant, la distribution... les barrages. Non, c'est des barrages. Pourquoi? Le Cameroun est un pays béni. Deuxième potentiel hydroélectrique d'Afrique. Plus de 20 000 MW à disposition en eau. 20 000. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui avec Agrico, non pas Agrico, Grobelec, c'est un problème d'achat de la ressource de production d'électricité. Le gaz et le fioul. Non, Serge, plus loin. Donc, on a fait des mauvais choix de montage financier parce que tes frères du parti veulent avoir un pourcentage. On n'a pas assez de temps. Pour construire un barrage, ça ne prend pas 10 ans. Le Cameroun fait 4 barrages en 4 ans. Les études sont en des bandits qu'il a dans la Je voulais juste apporter quelques éléments de réponse. Je voudrais avancer. Je voulais juste apporter quelques éléments de claircissement par rapport à vos dits. Je vais revenir maintenant sur ce que Edmond a dit rapidement concernant les routes. Vous savez qu'aujourd'hui au Cameroun, vous quittez Yaoundé, vous allez dans toutes les autres capitales des pays limitrophes sur du bitume. Je dis dans toutes. Là, on vient de faire 100 000 Brazzaville. C'est goudronné, c'est livré.
On a fait plusieurs projets, la Cross River, le pont, il est là. C'est vrai que sur le plan infrastructurel routier, les efforts ont été beaucoup axés sur l'intégration sous-régionale. Et on a mis très peu d'argent sur les villes. Donc ça veut dire qu'on demande les routes à l'intérieur du pays pour permettre aux Camerounais de circuler. On préfère construire les routes pour sortir. Un peu comme lorsqu'on demande les cartes d'identité, ça fait 3 ans et les passeports, en 48 heures, ça sort. Le message, c'est quoi? Tout à fait. Non, ce n'est pas la question qu'il faut que vous savez pas la question que le pays avait déjà... Laissez-moi répondre. Le Cameroun. Monsieur Soro, le Cameroun qui avait les routes. Soro. Même le Tchad avait déjà fait sa route de l'autre côté. Monsieur le Congo avait fait sa route. C'est le Cameroun qui n'avait pas encore fait sa route. Mais le Cameroun vient de le faire. Comment tu es en retard? Mais ça a coûté de l'argent. Laissez-moi évoluer. Maintenant qu'on a construit... Il m'a posé une question sur les mines. Il m'a posé une question sur les mines qui est fondamentale. Allons-y. Et sur laquelle le président de la République avait posé toute sa stratégie du Cameroun nouveau. Parce que figurez-vous, depuis 30-40 ans, le développement économique camerounais est bridé par des vieilles structures. C'est l'UCAM, Simencam, Alucam. Pardon, c'est des vieilles structures. Le président de la République a imaginé qu'il fallait voir un nouveau Cameroun sur l'exploitation minière. Oui. Sur l'extraction minière. Nous sommes allés à voir le processus de Kimberley. Nous avons été enregistrés. Nous avons créé la Sonamine. Donc, toutes les 20 infrastructures, je salue déjà mon grand frère et ami, magistrat Oreachi. Vous avez salué beaucoup de gens déjà. Allons-y. Le secrétaire général de ce ministère. Parce que je vais vous parler des mines connaissant les informations venant de ce ministère. C'était juste pour vous faire comprendre que le président de la République a joué de malchance. Mais attendez, on parle du discours. On parle du discours de 2022. Je pense que les concessions ont déjà été données. Ça, c'est de 1. 2, celui du fer de Mbalam a commencé. Mais le drame qui nous est arrivé, c'est ce que je peux appeler la tuerie, l'assassinat du ministre en charge un ministre meurt non, attendez, je vais vous dire. En politique, il y a de la confiance. Et je pense que Christian Massoma, qui est assis là, le connaît. Le ministre Dodo Doké, qui a été, je peux dire, abattu en plein vol à 52 ans, était l'homme sur lequel le président de la République avait basé toute sa stratégie minière. Et le fait d'avoir cité son ministère 3 fois des projets miniers dans ce discours était tout dire que c'est lui. Malheureusement, il est décédé et le ministre à l'enterrement a dit « On ne tue pas son frère pour s'élever ». Je cite mon confrère et aîné camarade. C'est juste pour vous dire qu'il y a des personnes qui plombent l'action du chef de l'État malgré toute la volonté qu'il vous met. Et je peux vous dire de source très sûre, quand vous avez des gens à Comde qui sont les conseillers du chef de l'État mais qui n'ont pas de goudron chez eux, comment vous pouvez comprendre que les plus proches collaborateurs du chef d'État eux-mêmes acceptent se sacrifier pour que le Cameroun rayonne? Ne sacrifie pas, donc la priorité doit être des collaborateurs. Mais non, vous savez comment les projets. Cet effort va se poursuivre en 2023 avec l'aménagement d'environ 700 km de route dont le bitumage de l'axe Ebolo va à Comde. C'est fait. Kribi. Non, Kribi à Comde n'est pas encore fait. Mais Ebolo va à Comde Kribi. Il n'est pas encore fait, mais le marché est déjà attribué. Voilà, juste pour dire, juste pour dire, je vais chuter là-dessus. Les projets miniers camerounais sont la nouvelle vision économique que le chef de l'État est en train de mettre en place. Et vous savez qu'il y a des projets qui se font sur un mandat, voire même 2 mandats. 10. Vous avez plusieurs chefs d'État dans le monde qui demandent un 2e, un 3e mandat parce qu'ils n'ont pas pu... Mais on n'a pas déjà eu combien? Ils n'ont pas pu Merci, on sort de nous avons encore 2 ans de mandat, 2024, 2024. Nous avons encore 2025. S'il vous plaît, on sort de l'émission. Calmez-vous, nous sommes en plein mandat. S'il vous plaît. On sort de l'émission, juste le temps peut-être pour vous de dire bonne année. Et puis on sort Christian Massoma. Peut-être bonne année à vos militants, nous sommes à la fin. Oui, j'aurais voulu dire un petit mot sur le discours et les projets miniers, mais comme le temps nous tient à la gorge, je formule effectivement au nom de la région du littoral 1 du mouvement pour la renaissance du Cameroun que je dirige, les vœux les meilleurs à tous nos militants, à tous les sympathisants très très nombreux
qui ne cesse de frapper à la porte du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je salue la plupart de nos nouvelles recrues, pas les moindres. Je pense que tout le monde a vu dans les réseaux sociaux depuis quelque temps que beaucoup de Camerounais de bonne volonté, issus de sensibilités diverses, ont décidé de rejoindre le MRC. Nous sommes en bonne voie pour renverser le régime de M. Biya en 2025. Le RDPC doit se préparer à ce qu'ils arrêtent leur forfaiture et qu'ils laissent la possibilité aux Camerounais qui ont la volonté de servir le pays et de servir leurs concitoyens. Bonne et heureuse année 2024 à tous les Camerounais, à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision. En 2024, nous l'espérons bien, nous serons toujours là pour édifier les masses. Simon Serso. Au peuple camerounais qui nous regarde, aux citoyennes et aux citoyens courageux qui depuis plus d'un demi-siècle se battent pour leur bonheur, le moment est arrivé de vous inscrire massivement sur la liste électorale, de rejoindre le parti Conscience nationale du Cameroun et de vous préparer aux futures échéances électorales. Qu'on ne vous fasse pas croire que c'est joué d'avance. La fraude n'est possible que quand vous êtes absent. Alors reprenons nos mairies, reprenons nos villes et mettons-nous au travail. Le Cameroun nous attend. Vive l'Union des populations du Cameroun, vive le Cameroun. Bon, alors vous avez fait pratiquement votre discours. Edmond Kamgia, le discours du chef d'État est attendu ce soir, 20h. Sauf que je voudrais avoir votre avis. Il semble que ce discours sera diffusé sur les antennes de la télévision de la présidence de la République. Hein, cette soirée spéciale va débuter, selon le communiqué, hein, à 18h. Mais vous voyez alors, c'est très compliqué. Il y a une nouvelle télévision qui a été créée au Cameroun. À la présidence de la République. Est-ce que ça veut dire qu'on fait plus confiance à Tchatini? Et tout le monde ne peut pas être connecté à cette télévision, puisque ce n'est pas sur le bouquet qui est connu, le bouquet Canal+. C'est sur un autre bouquet auquel tous les Camerounais ne sont pas habitués. Mais avec ta télé à la maison, tu peux te capter. Et je ne sais pas si avec la télévision ordinaire à la maison, quelqu'un peut se connecter à cette nouvelle télévision qui est logée à la présidence de la République. Ce sont des questions que je formule d'abord. Mais en même temps, cela suscite des questionnements. Est-ce que cela signifie que la présidence de la République ne fait plus confiance à la chaîne publique nationale, la CRTV, qui avait l'exclusivité, le monopole du passage du message du chef de l'État? Ça, c'est la première question. La deuxième question que je me pose, c'est qu'on a vu, pas plus tard que récemment, au mois d'août, dans un pays voisin qu'on appelle le Gabon, il y a une chaîne, il y avait une chaîne qui était logée à la présidence de la République. Et c'est à travers cette chaîne qu'on a vu ce qui est arrivé. On a vu ce qui est arrivé. C'est-à-dire qu'on a vu arriver ceux qui ont pris le pouvoir à travers la chaîne logée à la présidence de la République. Donc ils n'ont pas fait d'efforts pour aller vers la chaîne publique nationale. Ils sont seulement descendus, ils ont pris l'ascenseur, ils sont allés au sous-sol, ils ont fait le discours et puis le Gabon a changé. Je ne sais pas. L'année qui vient au Cameroun, j'espère que ce sera une année de paix, que ce sera une année où il y aura plus d'efforts pour reformer le système électoral pour que nous ayons un système démocratique plus consolidé. J'espère que ce sera une année où les difficultés qu'on a connues en 2022 ne vont pas se répéter, mais je souhaite davantage, et je l'ai dit depuis le début de mon propos, résolument, il faudrait qu'on trouve une solution juste et durable à la guerre qui tue des milliers de Camerounais dans le nord-ouest et le sud-ouest. Très bien. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci, Edmond Kamgia. Bonne année à vous. Merci également à vous, Serge Soro. Bon retour à Yaoundé. Je n'ai pas eu l'occasion, moi, de Serge-Henri Kelbé, d'être venu sur ce plateau. Vous avez salué beaucoup de gens sur ce plateau. Merci également à vous, Christian Massima. Merci. Merci. Bonne année à tous et à très bientôt. Au revoir.